Bienvenue dans le podcast La Voix de Bobigny. Je suis Habib Babinamana. Je reçois régulièrement des invités variés avec qui on explore les sujets qui concernent les Balbiniens. Il y a une petite particularité en ce moment puisqu'on est en pré-campagne pour les élections municipales. J'ai invité tous les candidats aux élections municipales qui auront lieu le 15 et le 22 mars. Et donc, dans ce cadre, je vous dirai donc le nom de tous les candidats que j'ai invités par souci de transparence. Donc, je vais commencer donc de la gauche vers le centre. Le premier, donc, c'est Rodolphe Fégé de Lutte ouvrière. Rodolphe, donc, je l'ai contacté récemment, le 7 ou le 6 février. Donc, je lui laisse le temps de me répondre. Le deuxième, c'est le maire sortant, Abdel Sadi. Donc, je l'ai invité depuis le mois d'octobre. J'attends sa réponse. Donc, je lui ai fait aussi un mail officiel au cabinet pour qu'il puisse donc prendre le temps de se préparer pour qu'on puisse échanger lors de ce podcast. J'ai également contacté Monsieur Hugo Portier d'Europe Écologie Les Verts qui vient d'annoncer qu'il allait être candidat. Donc, pareil, en fonction de son emploi du temps, je lui laisse le temps de me répondre et de revenir vers moi pour qu'on puisse échanger. Ouria Gendouzi, donc après le temps de la réflexion, il m'a gentiment indiqué qu'elle souhaitait pas participer. Je respecte son choix et je lui souhaite donc de faire une belle campagne. Elle le mérite. Yasmina Chaloua, on a déjà tourné un podcast, c'était le 3e si ma mémoire est bonne. Elle est venue, on a déjà échangé. À l'époque, le programme n'était pas sorti, donc elle est censée revenir pour qu'on discute du programme, pour qu'on discute cette fois-ci de sujets de fond qui concernent les Balbiniens, pour qu'on parle de politique. Donc Yasmina, j'attends du coup le programme et puis t'es la bienvenue, tu connais le chemin. Il faut qu'on échange sur ce sujet. Ensuite, Florian Bouketib, pareil. Au départ, il était Horizon. Je l'ai contacté depuis le mois de septembre pour lui dire qu'il y avait un podcast qui était en préparation. Il est au courant. Je le relance assez régulièrement. Je crois que c'est la personne, c'est le candidat en tout cas que j'ai le plus relancé. J'attends son retour. Je sais qu'il est très occupé et qu'il fait une campagne actuellement qui l'empêche peut-être de me répondre, mais j'attends sa réponse en tout cas. Et Jimmy Mesquita, avec qui également on a déjà tourné donc un podcast qui est en cours de montage et qui devrait sortir dans les prochains jours. Aujourd'hui, je reçois donc une personnalité balbinienne qui n'est pas impliquée dans les élections municipales de mars 2026, en tout cas à ce jour. C'est celui que je considère comme étant le meilleur d'entre nous. On a commencé ensemble il y a plus de 20 ans. On se connaît depuis presque 30 ans. Et cette personne, donc le balbinien de souche, il s'appelle Razik Metich. Bienvenue Razik. Merci Habib, merci de ta présentation et merci pour ton gentil mot. Bah, je le pense et ça me fait très plaisir que tu sois là. Tu as été aussi une des personnes qui m'a inspiré pour faire ce podcast. On va y revenir, on va en discuter, on va en parler. À l'époque, tu avais un média qui s'appelait ou qui s'appelle toujours NotreBobigny.com. Tu l'as toujours, t'as gardé le nom de domaine ou bien tu l'as cité ? J'ai gardé le nom de domaine. Peut-être qu'un jour prochain, le site ressortira. Pour l'instant, j'ai malheureusement pas le temps et l'énergie nécessaire pour ressortir ça. Mais j'ai vu d'un très bon œil l'émergence de ton podcast et de voir que justement d'autres prennent le relais. C'est un peu le but. Nous, on a essayé, on s'est pensé un petit peu comme des ouvreurs, un petit peu. On a voulu, à notre manière, en étant jeune, parfois de manière maladroite, mais on a voulu créer et ouvrir des brèches pour que d'autres s'y engouffrent. Et le fait de voir que d'autres s'y engouffrent, c'est qu'on a réussi quelque part. T'es toujours jeune, hein, Razik. Hein. Oui, il paraît. C'est juste que j'ai du mal à le dire. Précoce. T'as commencé. Très on va tôt. en parler. On va d'abord parler de ton parcours. Donc en fait, à l'époque, ce qu'on savait pas, hein, on ignorait qu'on était on était précoce. Et toi, t'étais encore plus précoce que nous. Et donc à travers tous les médias que tu mettais en place, à travers tout ce que t'avais déjà fait quand nous on était encore sur des choses futiles, bah ça fait qu'en fait, oui, t'étais précoce. Et là, à un peu plus de 40 ans, en fait, t'es dans l'âge où t'es censé donc prendre des postes politiques, mais bon, on en reparlera plus tard. On va parler donc de 3 grandes parties, ce que je disais, ton parcours, ensuite le quotidien à Bobigny, et on finira voilà sur l'actualité locale parce que ça intéresse beaucoup de monde. Ça chauffe de plus en plus à Bobigny. C'est la bonne période. C'est la bonne période. À partir du 16, donc l'élection sera officiellement ouverte pour tous les candidats. Alors, Razik, t'as grandi donc à Chemin Vert, Absolument. au centre-ville, à Bobigny. Je suis même né à Bobigny. Comme tu le disais, je suis un balbinien pur souche. T'es né à Bobigny, à la clinique.
à la fameuse clinique de la ferme, qui est C'est rare, aujourd'hui il y en a fermée. pas beaucoup qui naissaient là-bas. Je suis un Non. produit d'antan. Ok. Bon, moi, je suis né à Jean-Verdier. Je pense que beaucoup de Balbiniens sont nés à Jean-Verdier. et certains- Jean-Verdier, Bois d'Amour, la ferme. C'est souvent Ah, les Bois trois. d'Amour, La clinique du Bois d'Amour qui est à Drancy, Drancy. limitrophe à la Boisvoir. Elle existe encore, celle-là? Elle existe toujours. Ok. Donc, La Ferme, Bois d'Amour et Et Jean-Verdier. Jean-Verdier. Ok. Donc, t'as grandi à Chemin Vert, né à Bobigny. Absolument. T'as été au collège Timbaud. Absolument. Le collège Timbaud, est-ce que c'est le collège en bois? C'était non, ça c'est Pierre Sémar. Le collège Timbaud, en plus, nous, on a vécu moi, j'ai vécu l'ancien Timbaud. On a eu pendant 1 an et 1 trimestre un déménagement à Paul-Langevin où il faisait extrêmement froid. J'ai encore froid rien que d'évoquer le souvenir. Et ensuite, on a connu le nouveau Timbaud, pour ma part, fin 4e jusqu'à fin 3e. Un collège à l'époque qui était exceptionnel, réellement. Oui. L'encadrement, l'équipe enseignante, la direction. Je me souviens encore, pour te dire, du nom de la principale, Madame de France, Madame Ouais. Lator. Ça évoquera des souvenirs à certains, bons ou mauvais. Madame Lator était la CPE du collège Timbaud. Elle était méchante ou quoi? Elle tenait son collège. Ok. Elle tenait son collège. Elle avait une exigence pour nous qui nous rendait service en réalité. Oui. On s'en rendait pas forcément compte quand on a 13, 14, 15 ans. Mais au final, on peut que lui dire merci. Mais j'aime ces personnes, moi, qui n'abaissent pas le niveau d'exigence selon le public. Lorsqu'on a un niveau d'exigence et d'excellence envers quelqu'un, c'est qu'on le respecte. Et ces personnes nous respectaient. Très bien, c'est gentil de le dire pour elle. Non, hein. bien sûr. Et Madame de France, alors là, un souvenir impérissable. Pour la petite histoire, j'ai eu la meilleure note nationale au brevet des collèges en géographie. D'accord. Et il m'avait fait une réception pour me remercier et pour remercier le travail que j'avais accompli dans ce collège. C'était la première fois qu'un collège de Bobigny recevait les félicitations de l'inspection d'académie. Et c'est une fierté aussi pour moi de le rappeler. Cette année-là, j'avais eu 20,5 sur 20 en géographie. 20,5? Oui, absolument. Ah, je vais vérifier cette Tu information. pourras vérifier. C'était 20,5 noté sur 20. il y avait une coquille, c'était noté sur 21. Et D'accord. en fait, j'avais réussi à avoir 20,5 sur 20. Ok. Madame de France. Madame de France, Elle le confirmera. elle le confirmera, la principale du collège. J'espère qu'elle va bien, d'ailleurs. Ok. Bon, et nous, on s'est croisés donc quelques années après, à partir de 1996, au Absolument. lycée Louise Michel. Oui. Et on n'était pas dans la même classe, mais on a fait connaissance lors d'un voyage à Rome. Absolument. Et donc, on est parti à Rome en car de Bobigny jusqu'à là-bas. On a mis 21 heures ou je sais pas Plus de combien 21 heures, j'ai pas dormi à l'aller tout le long. Personne, je pense, a dormi parce que C'est possible. quand on a 14 ou on a quel âge au lycée? 15 ans? On avait 15 ans. Ouais, Une des meilleures nuits blanches de ma vie. Avec les copains, les copines, on avait rigolé tout le long du séjour et du voyage. Bah, c'est en tout cas des bons souvenirs. Ouais. Et déjà, donc, à l'époque, oui, je t'avais rencontré. T'étais dans la classe. Alors Rodolphe, il était pas dans la classe, Rodolphe. Si, t'es dans notre classe, T'étais dans ma classe. Rodolphe? Absolument. Ok, On parce s'est que Rodolphe rencontrés était à ce dans ma moment-là. classe. Au collège, Au collège. mais au lycée. Ça a été le transfert au mercato. Ok. En tout cas, t'avais déjà une conscience. T'avais une conscience politique là où Oui. moi j'étais dans mes clips de rap. J'étais pas du tout. Et t'essayais déjà de nous alerter sur des choses. Et je me rappelle que grâce à toi, entre autres, et tu me dis si je me trompe, il y avait souvent des journées où on allait manifester, où on sortait du lycée. Absolument. Alors pour moi, c'était un jour de fête. Je sais même pas ce que j'allais défendre comme cause, mais c'était un moment où on sortait du lycée, on allait manifester dans Paris, et puis après, fallait le faire plus souvent. Ça, c'était sympa. Hein. Non, c'était Ça me sympa. permettait de sécher les cours un petit peu. Et autre chose, ça permettait de conscientiser. J'ai eu très très tôt une conscience politique. Là où on était, en fait, on a grandi à Bobigny et je ressentais l'injustice un peu plus qu'ailleurs. Et je la politisais et je me vivais pas en tant que victime, loin de là. Au contraire, je me vivais en tant qu'acteur et je me demandais comment je pouvais sortir de ma condition sociale, comment je pouvais sortir les miens de cette condition sociale et comment je pouvais améliorer le quotidien. Ce sont des thématiques qui m'animent jusqu'à aujourd'hui, qui m'animeront toujours, je pense. Mais comment je peux améliorer le sort et le quotidien de ceux que j'aime et plus globalement de ceux avec qui je vis. J'ai toujours pensé que en France, il n'y a jamais de problème de moyens, il y a juste des problèmes de volonté politique. On est dans la 6e ou 7e puissance du monde. On a un pays arc-en-ciel où on a tout pour être heureux, que ce soit en 98, en 2006 ou en 2026. Et malheureusement, on a une société qui se pense malade, tiraillée. Et aujourd'hui, c'est encore plus marqué avec le repli identitaire.
Et j'ai toujours voulu pas prendre part au débat parce que c'était vraiment enfin aborder le problème par le petit bout de la lorgnette, mais vraiment apporter des solutions. On a vécu, je pense, dans une génération pragmatique où on n'avait pas grand-chose, mais on arrivait à faire beaucoup avec ce pas grand-chose. Et on voulait transposer un petit peu cet état d'esprit dans la politique en se disant qu'on était face à des injustices, que le roman national tel qu'il était écrit, le jeune de banlieue, était quelqu'un d'infamant, voleur, violeur, qui cumulait toutes les tares de la société. Et je m'identifiais à ce jeune de banlieue et je ne me considérais pas comme ça. Et donc, moi, tout mon travail était quelque part de défaire toute cette propagande, de prouver, parce qu'on doit toujours prouver, qu'on le veuille ou non, on porte plus que soi. Lorsqu'on s'appelle Habib, Razik, Rachid, Malika ou Hanan, on porte toujours un peu plus que soi. Et on porte presque une responsabilité collective. Et donc, moi, j'ai toujours voulu à la fois donner une bonne image de moi parce que je donnais plus qu'une image de moi, et à la fois aussi ne pas subir l'injustice et d'être partie prenante de ma vie et de pouvoir amener des solutions et essayer de m'élever le plus socialement pour faire en sorte de peser dans les choix politiques. Après, je crois que t'as fait Jussieu comme... Non, t'as été où Pas du tout, tu vas vite, on était au collège là. On était au collège là? On va au lycée déjà. Ah oui, alors... Ensuite, j'ai fait lycée Louise Michel. Ok. Mais déjà, des Timbaud, t'étais impliqué? Des Timbaud, j'étais impliqué, absolument. Ouais, du coup, j'attends. Tout ce que t'as dit là, c'était Timbaud? Absolument. Ah, t'es absolument. Moi, j'étais impliqué très très jeune. Après, je suis d'origine, enfin, je suis franco-algérien. Et je pense que, sans dénigrer aucune origine, hein, c'est pas le but, pas bien du sûr, tout, je suis inclusif. Oui. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et je pense que l'héritage politique fait partie de l'héritage algérien. On a vécu une révolution, une guerre de libération qui a été éprouvante, qui a été marquante et qui est presque légendaire. Et cet héritage est transmis dans les foyers. Et moi, j'ai été très très tôt abreuvé de ces histoires d'hommes et de femmes qui se sont élevés. Qui t'en parlait? Ma famille. Ouais. Ma famille, mes cousins, mes proches, mes oncles, mes tantes. Enfin, j'allais souvent en Algérie et j'étais captivé, émerveillé par l'histoire de ces hommes et ces femmes qui ont tout sacrifié pour leur liberté, pour leur honneur, pour l'avenir de leur pays, et parfois pour un pays qu'ils n'ont même pas vu. Et très tôt, en fait, c'est cette fibre politique, militante, historique a vu le jour en moi, mais vraiment très très tôt, même en primaire. Et en primaire, j'ai été confronté en fait à une injustice très tôt, et je me suis dit ce jour-là, on me la ferait une fois, mais pas deux. J'étais en CM1 et notre prof de l'époque voulait faire sauter une classe à un des élèves. Ouais. Il avait un ou deux des élèves. Il pensait, on était deux, on va dire qu'on était deux très bons élèves dans ma classe, moi et une autre personne. Et en fait, à la fin de l'année, il me semble, en moyenne générale, on était à touche-touche, mais je devais être à 0,2 ou 0,3 en moins. Il a été décidé qu'elle sautait une classe, que je ne sautais pas de classe. Et en fait, l'argumentaire qu'on m'a donné, je me suis dit, on me le refera plus jamais de ma vie. On m'a dit le premier argument, donc c'était au niveau de la note, on était à peu près à égalité. Je me suis dit que plus jamais de ma vie je serai à égalité, je serai toujours devant. Pas pour être premier, pas pour être major, parce que j'aime ça, mais parce que je sais que l'injustice aussi peut se cacher dans ces détails-là. La deuxième chose, en fait, c'était l'explication, et l'explication m'a révolté. On m'a expliqué, en fait, que comme mes parents étaient analphabètes, que potentiellement ils ne pourraient pas m'aider en 6e, en 5e, etc. Et que donc il était préférable que je ne saute pas de classe. Et en fait, comme argument, dire que parce que mes parents étaient analphabètes, je ne sautais pas de classe, c'était intolérable pour moi. Et les profs t'ont dit ça? Absolument. Absolument. Donc moi, j'étais en CM1, j'avais 10 ans, j'ai reçu la claque et je me suis dit, c'est la première et la dernière fois de ma vie qu'on me dit ça. À la fois, on prenne prétexte de l'analphabétisme de mes parents pour ne pas me donner mon dû, et à la fois être à égalité, à touche-touche ou à peu près équivalent. Comment ils savoir ça d'ailleurs? Comment ça? Comment ils savaient que tes parents... On remplissait une fiche quand on était plus jeune. Ah bon? Avec le métier des parents, absolument. Et ils le savaient. Moi, ils le savaient, je le cachais pas. J'ai aucune fierté à la fois, parce que certains en font des fiertés, mais aucune... Du coup, t'as pas sauté la classe? Du coup, j'ai pas sauté la classe. Et l'autre explication, c'est qu'il fallait que je sois un moteur pour la classe. Et ça aussi, c'est pas entendable. C'était un moteur, c'est délégué de classe? Non, moteur dans le sens où, comme j'étais brillant, et j'allais pousser vers le haut mes camarades de classe. Oui. Mais j'ai 10 ans, en fait.
J'ai pas à être une locomotive SNCF à 10 ans. Donc les deux arguments m'ont vraiment fait prendre conscience que oui, qu'il y a du racisme social. C'est pas forcément que le prénom, l'origine, la religion, il y a aussi la condition sociale. Bien sûr. Et que donc parfois, à résultat équivalent, on va consciemment ou inconsciemment favoriser celui qui sera mieux né. Et donc moi très tôt, je me suis dit bon, je suis pas bien né, c'est pas un problème, et encore, je veux bien qu'on me le prouve. J'ai des parents formidables qui m'ont transmis une éducation merveilleuse. Ils savaient pas lire, mais ils connaissaient la vie. Ils connaissaient le respect des autres, ils connaissaient le respect de soi, l'amour des gens, d'être un bon voisin, d'être une belle personne. Ils m'ont transmis les plus belles valeurs et ont posé vraiment les fondations qui m'ont permis de me développer, de croître et de m'épanouir. Et de me voir reprocher ça, entre guillemets, par l'éducation nationale, c'est intolérable. Et donc oui, très tôt, j'ai eu une fibre militante. J'aime pas forcément le mot parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, mais je m'opposais à toute forme d'injustice, que ça soit pour moi, pour les autres. Je supportais pas, je supporte toujours pas en fait l'injustice, et ça a été pour moi un moteur. J'ai voulu positiver cette rage que j'avais en moi, parce que j'avais une rage en fait. Je me rendais compte très tôt qu'on avait été relayé dans des quartiers où les conditions de vie sont difficiles, que les problèmes s'entassaient, et que tout était fait en sorte par la sectorisation, par les ZEP, par les conseillers d'orientation, par le fait de ne pas donner à tout le monde la bonne information, que tout était fait en fait que pour qu'on n'ait pas l'ascension sociale, que l'idée était biaisée dès le départ. Et je me disais que non, en fait, que clairement ça allait être plus dur pour nous de réussir, de s'élever socialement, mais que c'était possible. Le déterminisme social façon Zola, c'est très bien à lire, c'est très bien en littérature, mais pour ma vie, non merci. Ça veut dire moi je veux pas, et pour tout le monde, hein, je veux pas que le fils de boucher devienne boucher parce que son père était boucher. S'il le veut, oui, mais si lui-même a d'autres rêves et veut postuler à d'autres choses, faut que la société lui permette de postuler aux choses auxquelles il peut prétendre. Je suis très attaché à l'égalité des chances. On part pas tous du même niveau, mais il faut que la société, par les services publics, par la politique, donne à tout enfant né en France les mêmes possibilités de réussir. Lorsqu'on prend je vais prendre l'exemple de Sciences Po. Lorsqu'on prend Sciences Po, en fait, il y a une expression que j'ai découverte dans les grandes écoles que j'ai fréquentées ou dans les classes préparatoires que j'ai fréquentées. On dit par exemple pour l'ENA qu'on est énarque. En fait, s'il y a un déterminisme, souvent les énarques sont des fils d'énarques ou des fils de grands professeurs ou des fils de grands architectes, de cadres, parce que justement, on va transmettre un capital culturel et que ce capital culturel va se transformer ensuite par l'institution scolaire et va être sanctifié par l'obtention de diplômes, par l'obtention de concours, alors qu'en réalité, les dés sont biaisés. Et donc, moi, tout mon combat était de faire en sorte que, oui, que chacun puisse prétendre à ce pourquoi il est doué. Il n'y a pas de raison, en fait, et il n'y a aucune raison que, par exemple, à Sciences Po, il n'y a que 2% d'enfants d'ouvriers. C'est bien que l'éducation nationale ne fait pas son travail, c'est bien qu'il n'y a pas de volonté politique pour accroître, pour faire en sorte que la classe dirigeante soit accessible à tout le monde, et encore plus, c'est qu'il y a une volonté politique pour qu'il y ait un entre-soi. C'est ce qu'on voit clairement, et c'est ce dont meurt la France. Combien d'énarques, combien de normaliens, combien de polytechniciens ont mené notre pays presque aux abîmes. On a un déficit qui est indécent, qui est plus de 3 milliards d'euros. C'est l'héritage des énarques de Sciences Po et de tout ça. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut à la fois, c'est une critique sur comment les élites se cooptent et se fassent dans notre pays, et à la fois un plaidoyer pour l'égalité des chances. J'ai parcouru dans mon parcours scolaire à peu près tout ce que la France fait. J'ai été en ZEP, j'ai été en classe préparatoire, j'ai fait une grande école, j'ai été à l'université. La classe où il y avait le plus d'intelligence, le plus de matières grises, c'était mes classes de ZEP, où il y avait le plus au lycée. Au lycée. Okay. Louis Michel, on est en ZEP, okay. Absolument. Oui. Mes classes de seconde, première et terminale, j'ai jamais connu de personnes aussi intelligentes que durant ce parcours-là. Qui méritaient d'être dans les grandes écoles. Qui méritaient tout ce que... Et pourquoi, du coup, tu penses qu'ils n'ont pas pu faire cette passerelle vers ces grandes écoles?
C'est le bagage culturel. C'est le bagage culturel, c'est les moyens économiques. Lorsque on est obligé pour certains à la fois de travailler pour subvenir à ses besoins ou subvenir aux besoins de sa famille, d'étudier, en plus de réviser le soir, à un moment ça se cumule. Donc bravo à tous ceux et toutes celles qui ont réussi à maintenir ce cap, mais c'est pas facile. Comment t'as fait toi du coup pour aller vers ces grandes écoles? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pas en termes scolaires. J'ai été brillant, réellement, sans fausse Je me rappelle pas que modestie. t'étais brillant quand Oui, ça se voyait pas. Mais Ça se voyait pas dans forcément. La même classe, mais Réellement, j'étais brillant. C'est rare qu'un Français. Je l'assume. J'ai été brillant. Oui, L'habitude, scolairement, je l'étais. Voilà, c'est bien, il faut assumer. Alors, Razik, t'étais l'un des plus brillants, donc, au lycée Louise Michel, au collège aussi, en primaire. Au lycée, qu'est-ce que tu faisais exactement? Je sais que tu avais aussi une influence sur les mouvements politiques qu'il pouvait y avoir dès le lycée Louise Michel. Absolument. Juste, voilà, qu'est-ce que tu faisais? Parce que moi, je le percevais pas. T'étais à la fois donc bon élève, mais t'étais aussi celui qui emmenait les mouvements que j'ai cités précédemment. Voilà, qu'on suive des grèves ou qu'on suive des manifestations. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Alors déjà le contexte en 98, il y avait c'était Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, qui voulait réformer le mammouth selon le mot qu'il avait eu à l'époque, et il avait voulu déjà dès l'époque mener à bien une réforme du bac. Claude Allègre. Claude Allègre. J'ai une bonne mémoire. Je mange beaucoup de poissons, Habib. Je mange beaucoup de poissons. Je me rappelle d'une affiche, il y avait écrit: on se moque allègrement de nous. Oui, absolument. Voilà, c'était cette époque-là. Okay. Donc Claude Allègre était venu. Et il avait voulu introduire une part de contrôle continu pour le bac. Ok. Qui existe maintenant. Oui. Et ce faisant, il avait voulu introduire presque un bac à 2 vitesses. Okay. Ça veut dire le bac qui était un diplôme national et nationalement reconnu, allait voir la sectorisation, le département prendre le dessus. Ça veut dire concrètement, si on arrivait avec un bac de Louise Michel de Bobigny, on aurait eu moins accès aux grandes universités, aux classes préparatoires, et en fait, il y avait eu un grand mouvement social lycéen, le mouvement social lycéen de 98, auquel j'ai pris une part active. Et c'est assez drôle, dès ce moment-là, j'avais été approché par les jeunes communistes de Bobigny. Ça y est, déjà. Oui, déjà. J'avais refusé impoliment leur sollicitation parce que je leur donnais aucun crédit. Très concrètement, dès ce moment-là. Aucune légitimité politique, aucun crédit. Je les voyais, bon, je suis un peu dur avec les communistes, je l'étais aussi à l'époque, donc c'est pour ça que je le retranscris là, je le suis un peu moins maintenant. Mais je l'ai trouvé illégitime. Je trouvais que la jeunesse communiste avait perdu le lien avec sa base et qu'on les voyait pas dans les quartiers. La jeunesse communiste ou les communistes? À l'époque, c'était la JC, c'était la jeunesse communiste, et elle était un petit peu sclérosée. Ensuite, elle a été reprise. Ils avaient fait du bon travail dans les années 2010, par exemple. Mais moi, à mon époque, c'était sclérosé. Ils m'avaient approché. J'avais... Tu te rappelles du nom de celui qui t'a approché? Je me rappelle du nom de celle qui m'avait approché, absolument. Qui? Je pourrais pas le dire, je m'en souviens plus. Okay. Si, je m'en souviens très bien, mais on dira pas, il y a prescription il y a plus de 20 ans. Mais j'avais pas voulu, justement, dès ce moment-là, je me sentais libre. Comme maintenant, en fait. Je voulais pas m'enferrer avec une structure où on allait me dire que le national ne veut pas, donc on fait pas. Ça me parlait pas, en fait. Donc moi, j'étais avec mes copains, mes copines. On militait sur les causes qu'on voulait. Et donc là, c'était le mouvement 98. J'ai pris une part, mais pas une part folle. Ensuite, je me suis plus impliqué dans la vie lycéenne, dans le sens où j'avais été élu délégué au conseil d'administration. Je siégeais au conseil de discipline. Donc tu faisais tout ça, toi? Absolument. Pourquoi tu nous as pas aidé pendant les guerres de cité, là, quoi? Bah, j'ai tout fait pour. C'est vrai? Peut-être tu l'as pas su, mais oui, absolument. Je sais pas. Je me rappelle c'était déjà Monsieur Belquet. Monsieur Belquet-Blas, du CPE. C'était déjà lui, il est encore en place, qu'on salue d'ailleurs, qui fait un travail formidable au lycée Louise Michel. Oui, bah, il est le bienvenu à l'occasion s'il veut venir, d'ailleurs. Et je me rappelle que il comprenait pas, il nous disait, pourquoi vous vous battez alors que vous avez des bonnes notes. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Nous lui disait, écoute, regarde, on est deux. On est dans un quartier qui est pas le nôtre, donc c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Et du coup, personne nous aidait en fait. Il se passait rien. Tout le monde était au courant. Et à la finalité, ce qui s'est passé, pour nous sauver, ils nous ont expulsés. Voilà, ils nous ont expulsés pour qu'on puisse. Vous avez été doublement victime. Donc je me suis dit,
il y a un truc déjà à l'époque qui clochait. Et absolument. Comment nous on est deux contre, il y avait plusieurs cités du centre-ville. Personne nous aidait, personne. Et du coup, je savais pas que t'étais au conseil d'administration. Je t'aurais demandé des coups de main parce qu'on a eu on s'est retrouvés au tribunal, on a eu au commissariat. La dernière année, l'année 99-2000, elle était très compliquée. Ah, c'était compliqué. C'était compliqué, je me souviens très bien. Tu faisais quoi alors pour nous aider? Parce que tu disais on faisait remonter l'information. En fait, eux étaient pas forcément, quand je dis eux, c'était la direction du lycée, étaient pas forcément au courant du conflit séculaire qu'il y avait entre l'étoile et le centre-ville, qu'il y avait des tensions, que ces tensions étaient réapparues, que le lycée Louise Michel, comme il était dans le centre-ville et comme il y avait eu beaucoup de personnes. Il y a des choses qui sont simples à comprendre. Il y a une guerre entre une cité et le centre-ville. Ils ont mis du temps à le comprendre. Je suis d'accord. C'est là où on voit que, oui, comme disait Alex, c'est des gros mammouths. Pour faire bouger l'éducation nationale sur des problèmes. Que c'était des conneries, il y avait rien. C'était des conneries, non, il y avait absolument rien. Là, maintenant, si tu recroises la plupart, vous vous serrez la main et vous présentez ensemble. On fait la bise, on rigole. Oui. Tout simplement. Oui. Et moi, et sur ça aussi, j'avais beaucoup de mal avec ces histoires de guerre de cité. On était les mêmes, en fait. Juste le destin avait voulu que certains naissent à l'Étoile, d'autres naissent à l'Abreuvoir, d'autres naissent à Chemin Vert, d'autres naissent à Salvador. Nos parents étaient les mêmes, nos histoires étaient les mêmes, nos souffrances étaient les mêmes, nos espoirs étaient les mêmes, tout était les mêmes. Mais malheureusement, dans cet âge-là un peu bête de l'adolescence, les conflits de territoire prenaient le pas et on savait même plus pourquoi en fait. À Chemin Vert ou à Salvador, on concevait l'Étoile comme des adversaires, mais pourquoi on savait pas? Quand je dis on concevait, c'est dans le on. Moi, j'étais pas dans cette thématique-là. Et inversement, à l'Étoile, vous deviez considérer les gens du centre comme des adversaires. Pourquoi on savait plus en fait? On savait plus pourquoi on se battait, donc ça n'avait aucun sens. C'était la jeunesse. Parce qu'après, on jouait dans le même club de foot. Absolument. On faisait les mêmes matchs et on allait après jouer contre Aulnay où là il y avait d'autres histoires. On était sur le même bateau. Et ce qui me faisait toujours rire, c'est lorsque les Balbiniens se croisaient hors de Bobigny. À Bobigny, on se détestait tous. Quand on se voyait, on serrait pas la main. Pour le peu qu'on prenne un avion, qu'on se croise, je sais pas moi, à Londres. Et ben tout de suite les Balbiniens se rapprochaient. Et là il y avait plus d'histoire de quartier, tu viens d'ici, tu viens de là-bas. Il y avait une solidarité qui était là, mais hors Bobigny c'était assez drôle à remarquer. Et sur l'époque de Louise Michel, oui, je m'étais impliqué même au-delà de Louise Michel. J'avais été élu délégué au conseil académique de la ville lycéenne. Ce qui fait que toutes les 3 semaines à mois, on siégeait avec le recteur d'académie. Nous, on savait pas que c'était des personnes importantes à l'époque. Ouais. On était avec le recteur d'académie. Vous parliez de quoi, en fait? Pas mal de réformes, dont la réforme Sciences Po a été élaborée là-bas. Ah, okay. Par exemple. Il y a eu une passerelle entre Sciences Po et absolument. Le lycée Louise Michel. Entre le lycée Louise Michel et au-delà qui existe à vérifier, mais il me semble qu'elle existait encore il y a quelques temps. Des jeunes des générations entières pouvaient aller à Sciences Po. Des générations. Concours, au moins. Des bataillons. Des bataillons entiers ont été formés à Sciences Po par cette passerelle-là. Je connais personne, alors si, j'en connais. Je sais que Mourad Agrebi a eu un diplôme lié à Sciences Po, mais après, je connais personne qui a... Je peux te citer Jamel Mohamedi, qui est passé par Sciences Po, qui est passé par le système de passerelle. Je peux citer Raja, qui a un parcours en plus exceptionnel. Il y a des personnes, oui, de Louise Michel, qui ont pu avoir accès à ce genre de choses. Okay. Et ça aussi, bien, ça. J'ai ma petite part là-dedans, et j'en suis fier. Okay. Et moi-même, j'ai pas pu en bénéficier, j'ai eu mon bac 1 an trop tôt. Ok. Et dernière chose sur Louise Michel, je sais pas pour toi, mais moi, ce sont les plus belles années de ma vie. Moi non. Toi non, bah oui, exact. La première année, oui, parce que exact. rencontre, on va à Rome. Oui. Et voilà, on sort du collège République où on est entre nous. Il y a nous et les mecs de la ruche. Donc c'est que ça, le collège République. On arrive, on découvre ceux du centre-ville et de l'Abreuvoir. Et au bout d'un an, après, c'est les guerres de cité. Et donc, l'expulsion moi, j'ai été vers Paris. Et mon acolyte, lui, il a été vers Drancy. Je rigole parce que du coup, il était encore proche de la zone sensible. Bien sûr. Et donc, non, c'était pas des années agréables. Et après, on s'est retrouvés plus tard. Et justement, on s'est retrouvés plus tard où chacun était à la fac ou... t'as fait quoi après le collège, le lycée Louise Michel? Alors, j'ai eu un bac ES mention bien. Toujours, hein, la petite mention, le petit... Mention bien, ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de mention bien au lycée Louise Michel en section économique et sociale. Pour la petite histoire, là aussi, j'ai eu la meilleure note nationale en sciences économiques et sociales. Ma copie du bac s'est retrouvée
dans les meilleures copies dans les Anabac, parce que tout le monde révise. Ça aussi, c'est une fierté, pour ça que je le dis aussi. Le fait qu'il y ait un balbinien, au-delà de ma petite personne, le fait qu'il y ait un balbinien qui ait réussi. Et comme je le disais, je me suis toujours vécu comme un précurseur, comme un ouvreur de voie. Je suis parti en prépa. Et là aussi, ça faisait longtemps que le lycée Louise Michel n'avait pas envoyé quelqu'un en prépa littéraire. Donc, j'ai fait Hippocagne, au lycée Jules Ferry de Paris. Une des pires années de ma vie. Pourquoi? Confronté à la violence sociale. Confronté à la violence... Voilà, t'étais grand, là. Ouais, là, j'étais grand. Armé, donc, J'étais armé, mais j'étais pas armé. En réalité, j'avais été comme toi, quelque part, dans un cocon balbinien. Ça veut dire de ma maternelle à mon lycée, j'ai toujours été à Bobigny. J'ai toujours été dans des classes magnifiques avec des personnages, avec des personnes avec qui j'ai adoré passer la scolarité. Des personnes qui sont encore mes amis à l'heure d'aujourd'hui. La prépa, c'est autre chose. La prépa, c'est vraiment autre chose. Déjà, je me suis retrouvé dans une prépa, on était 49, 43 filles, 6 garçons. C'est pas ce qui est censé te déranger, toi. Mais oui. Bah oui. Vu comme ça, c'était dérangeant dans l'état d'esprit. Je suis pas misogyne, hein, mais j'avais toujours été dans les classes masculines. Là, me retrouver dans une classe, c'était pas dérangeant. Je veux pas apparaître, je veux pas dire des choses, mais c'était une année compliquée, ouais. En termes social, je me suis retrouvé avec des personnes fils d'eux, filles d'eux. Avec qui j'avais pas d'accroche, en fait. Ouais. Scolairement parlant, il y avait pas de problème, je faisais ce qu'il y avait à faire, j'étais doué, j'étais bon, il y avait aucun souci. Mais aller en cours, c'était limite une épreuve. Carrément. Ouais, après j'en rajoute un petit peu, mais je vais donner juste un exemple. J'ai toujours été élu délégué de mes classes. Je savais pas ça. Cette année-là, j'ai été élu à 100% des voix. On était 49, j'ai eu 49 voix. C'est pas normal, en fait. Pourquoi c'est pas normal? J'étais un peu un sage savant. Mais c'est bien. Mais non. Pourquoi c'est pas bien? Je porte là, à ce moment-là, en fait, j'étais presque la caution qui faisait dire que le système marchait bien. J'étais le seul d'origine. J'étais l'un des seuls boursiers. J'étais le seul musulman. Eh ben. Je cumulais. Et en fait, j'étais apprécié de tous, mais pas pour les bonnes raisons. Il fallait tirer ton avantage. J'ai tiré mon avantage, voilà. mais je voyais les fils et ça me dérangeait. Et ça me dérangeait. Après, je l'ai pas. Mais est-ce que tu avais conscience que tu étais le sage savant, du coup? Absolument. Fallait utiliser ça pour. J'en avais conscience dès le début, absolument. Je l'utilisais bon gré mal gré, mais je voulais juste être moi-même, en fait. Enfin, je l'étais aussi, mais je voulais juste faire ma scolarité, m'épanouir, faire des connaissances, rigoler. Enfin voilà. Apprendre de nouvelles choses, développer mon intellect. Et en fait, c'est là où je te disais que culture et intelligence, c'est pas pareil. J'étais avec une classe extrêmement cultivée, mais qui n'était pas très intelligent. Clairement. Ma classe de c'est gentil pour eux. Hein. C'est Hippocagne de quelles années? Hippocagne 2000-2001. Lycée Jules Ferry. Il y avait personne qui était. Vous étiez pas très intelligent. Non, je le pense réellement. Ouais. Il y avait pas d'esprit critique. Il y avait peu d'intelligence, peu d'intelligence, beaucoup de culture et peu d'intelligence. Contrairement à Louise Michel, où là, il y avait des flèches. Contrairement à Jean-Pierre Timbaud, où il y avait pas forcément toutes les références culturelles, mais où il y avait une intelligence et un esprit critique qui était grisant. Et même pour avoir une confirmation, moi j'ai eu la chance d'avoir un professeur d'histoire géo que certains n'appréciaient pas, que j'apprécie grandement. Où ça? À Louise Michel, Monsieur Mazanet, qui est aujourd'hui prof en prépa, en Hippocagne et en Cagne au lycée Henri IV, donc le meilleur lycée de France, qui a face à lui les cerveaux parmi les mieux construits de France. Je le tiens de sa bouche. Il m'a dit en confidence qu'il n'a jamais eu une classe aussi intelligente, et pourtant il a été prof en prépa, prof dans la meilleure prépa de France. Il n'a jamais eu une classe aussi intelligente que notre classe de première ES et terminale ES au lycée Louis Michel de 99 à 2000. Comment il s'appelle, t'as dit? Monsieur Mazanet, Philippe Mazanet. C'est pas lui qui nous a emmenés en Italie? Non, on l'avait pas encore. Non, c'était Monsieur Delmotte. Il y avait Monsieur Delmotte, il y avait Monsieur Totaro, il y avait Monsieur Mute. Celui qui mettait des jeans serrés, Je te laisse mettre de tes propos. Non, c'est un Italien très gentil. On va le couper ça. Et Madame Le Cadet, que j'embrasse si elle est encore des nôtres, que j'adorais.
Je retiens aucun nom, moi, de T'as pas de cœur, Habib, c'est ça ton problème. Peut-être Monsieur Savani, ça existe, ça? Monsieur Savani, Voilà, absolument. Économie. Professeur d'économie. Ok. Que je salue aussi, qui qui a fait en sorte que je sois aussi brillant. Il m'a amené à un niveau que j'aurais pas supputé en première. Il était brillantissime, il arrivait à nous faire passer, tu l'as eu aussi en seconde, il arrivait à nous faire passer des théories économiques très complexes avec des métaphores, des comparaisons très terre à terre et qui faisait le travail. Moi, je me souviens encore de certains de ses cours jusqu'à maintenant, plus de 20 ans après. Et si j'ai pu performer aussi en termes scolaires à ce niveau-là, c'est grâce à ces profs qui, pour eux, la transmission du savoir était un sacerdoce. C'était vraiment une vocation qui portait en eux, qui maintenait. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, je pense qu'on manque de ces profils-là et qu'on en souffre. Nous, à notre époque, on était en ZEP, mais j'ai jamais eu autant de bons profs qu'en ZEP. Et pourquoi il y a plus autant de profs qui... Il y avait déjà des gens qui avaient la fibre sociale ancrée en eux. Moi, j'ai connu des normaliens qui avaient fait le choix après Normal Sup. Normal Sup, c'est le concours le plus difficile de France et qui forme les meilleurs profs de France. Certains profs après Normal Sup faisaient le choix de venir en ZEP parce qu'ils voulaient rétablir l'égalité des chances. Aujourd'hui, ce sont des choses qu'on va moins voir. Et même, il me semble que l'éducation nationale, avant, par un système de gratification, d'avancement, faisait en sorte que les professeurs les mieux construits se retrouvent dans les lycées qui ont le plus de besoins. C'est plus le cas, là? C'est aujourd'hui, malheureusement, sur les retours que j'ai pas encore d'enfants, donc je peux pas être totalement sentir le pouls de l'éducation nationale, mais sur les retours qu'on a, non, malheureusement, c'est plus le cas. Tu deviens prof, toi, t'es bien fait, et justement, quand j'aurai as cette conscience politique. Oui, quand j'aurai le temps, je le ferai. Ouais, okay. Absolument. Je pense que tu seras un bon prof. À un moment, oui, je pense. Du coup, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné, j'ai envie de faciliter à des jeunes et de leur ouvrir des voies, de leur montrer que c'est possible, en fait. La pédagogie de l'exemple, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Lorsqu'on dit à un petit, oui, c'est possible que tu deviennes footballeur, il va te croire ou il va pas te croire. Mais si tu lui montes Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, ça va lui parler. De la même manière, à un petit, si tu peux lui dire, oui, les grandes écoles sont accessibles, il peut te croire ou pas te croire. Mais s'il a un prof qui vient de ce cursus-là et qui habite à la même adresse que lui, ça lui parlera. C'est vrai. Comme en politique aussi. Comme en politique, absolument. C'est comme ça que ça fonctionne. On aime ou on n'aime pas, mais le fait de voir Abdelmajid Sadi, maire de Bobigny, préfecture de la Seine-Saint-Denis, ça parle et ça crée des vocations. Oui, après, faut qu'il bosse aussi. Ça sera l'objet de ta deuxième partie. Ouais. Bon, t'as fait Jussieu après, c'est ça? Pas du tout. T'as fait quoi? J'ai fait Hippocagne, comme je t'ai dit. Ouais. J'ai fait Hippocagne, donc c'était. Pourquoi je parle de Jussieu depuis tout à l'heure? Non, j'ai pas fait Jussieu du tout. T'as fait quelle fac? J'ai pas fait la fac. T'as fait une école directement? J'ai fait une école, j'ai fait Sciences Po directement. Ok. Donc j'ai fait, mais pas directement. Quand on a eu ensemble des projets dans l'événementiel, t'étais où? T'étais dans quelle école alors? J'étais à l'école de sciences politiques, qui était aussi une école de journalisme, qui était aussi une école de relations internationales. Et à ce moment-là, j'étais président du BDE. Donc c'est pour ça qu'on se voyait dans différents événements. Ok. Que j'organisais ou que tu organisais à l'époque. J'étais persuadé que t'étais à Jussieu, moi. Non, j'étais pas Jussieu. Ok. Non, j'étais pas Jussieu. Donc j'ai fait Hippocagne. Je suis passé en Cagne. La Cagne, c'est la deuxième année de prépa. En Cagne, j'ai posé une démission, un classique. Je suis parti à la fac, à Nanterre. À Nanterre, en fait, dans mon parcours intellectuel, on m'a demandé de régresser. Je faisais des choses que je faisais en première. Je m'ennuyais. Donc, au bout d'un mois, j'ai soldé tout ça. Je suis parti travailler. J'ai enchaîné tous les tafs que j'ai pu trouver. J'ai été enquêteur pour la Sofray. J'ai travaillé dans le nettoyage industriel. J'ai été commercial pour la revue des pompiers. J'ai vraiment fait tous les jobs étudiants qui me passaient sous la main, avec comme objectif de reprendre ma scolarité, de me payer une grande école. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai mis de l'argent de côté et je me suis ensuite payé ma grande école. Là-bas, j'ai obtenu un master de sciences politiques en étant major de promotion. J'ai été président du bureau des élèves. J'apprends des choses là. Oui, c'est l'occasion de le dire. Je suis pas forcément. Je savais pas. Et là aussi, c'est pas pour mettre en valeur. On se voyait souvent, mais je le savais pas. Et là aussi, c'est pas pour mettre en valeur, mais c'est pour dire à tout le monde de croire en ses rêves, de se donner les moyens. Quand on se donne les moyens, il n'y a aucune limite à part le ciel. Je comprends pourquoi après t'as été recruté. Parce que, du coup, si t'es major de promo dans ces écoles, forcément,
par rapport au reste des Balbiniens, il y en avait pas en fait. Il n'y en avait pas à cette époque-là. Là aussi, je me suis pensé comme un précurseur. Rachid, il était pas aussi dans ta roue, non? Il était là-dedans, mais sur un autre biais. Lui, il était plus sur la politique en tant que telle. Ouais, il était déjà dedans, lui. Il était déjà dedans. Ouais. On était dedans différemment par des biais différents. Lui était déjà dedans plus par le biais à la fois politique, partisan et syndical. Et aussi dans le syndicalisme lycéen, il avait aussi pris sa part, et plus que moi même, je pense, à l'époque. On va dire que c'était mon binôme de l'époque. On a bourlingué ensemble et on a grandi ensemble politiquement. T'as été plus vite que lui après. Ça dépend, c'est pas une course. Non, mais moi, tu sais, j'ai été agréablement surpris de voir Razik, avec qui j'étais au lycée Louise Michel, avec qui on avait toutes sortes de discussions, avec qui on est sorti comme des jeunes le faisaient à l'époque, devenir attaché parlementaire. J'ai pas compris, j'étais très content, et même quand, pour le coup, en tant qu'attaché parlementaire, eh bien, le camp que t'avais choisi ne plaisait pas à tous, sauf erreur, hein. J'étais toujours bien reçu, en tout cas à la Cité de l'Étoile. Et moi, j'étais toujours très content. Je me suis dit, mais c'est génial. Et comme tu l'as dit précédemment, la preuve par l'exemple, pour moi, c'était un exemple. Je me suis dit, voilà un exemple de quelqu'un qui vient comme nous d'une cité de Bobigny, un milieu social modeste, et qui arrive à rentrer à des postes, l'éducation nationale, l'Assemblée nationale, et à être attaché parlementaire d'un député. Moi, j'avais jamais parlé à un député, donc je me dis, lui, il est déjà attaché parlementaire d'un député, donc bravo en tout cas. Merci. Et du coup, je vais avancer parce que sinon, bien sûr. On va dérouler. Et félicitations pour ce beau parcours. Donc, une fois que t'es diplômé de cette grande école avec mention. Très bien. Mention bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu rentres donc avec Rachid peut-être dans l'association, ou que tu crées, ou que tu cofondes l'association Balle au Centre. Absolument. Et que tu nous rassembles aussi. Parce que nous aussi on avait des associations, et sauf erreur, c'est vous qui avez initié une rencontre avec Balle au Centre. Une série de rencontres, des pourparlers. Ah, il y en avait plusieurs. Oh mon Dieu. Je me rappelle plus. Le nombre de vendredis soirs qu'on a passé ensemble. Mais nous, on n'avait pas la conscience politique que vous aviez. Donc il y avait du retard à rattraper. Vous étiez en avance. On était en avance. On avait raison. Moi, je faisais du clubbing. Tu viens m'asseoir, tu me dis, on va faire de la politique. Tu vois, tu rigoles en plus. il y avait nous, donc Troopers, Étoile Football Club. À l'époque, c'était les associations qu'on avait créées. Il y avait Oxmose. Absolument. Avec Karim ou Ali. Moi, j'étais avec Jude, Cédric. Toi, t'étais avec Rachid et Rodolphe. Donc, vous avez... De la ruche. Réellement, quand je repense à cette période, on avait 10 ans d'avance. Nous, on a fondé la Balle au Centre, donc nous, en fin 2006, en partant d'un constat très lucide, c'est celui de l'abstention, que l'abstention était mortifère pour nous, qu'il fallait qu'on participe activement à la chose politique, et que selon le proverbe, si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupe de toi. On voyait que à Bobigny, on arrivait à la fin d'un système qui était le système communiste, qu'il était sclérosé de l'intérieur, qu'il était difficile à bouger, et on avait fait le pari de mettre les pieds dans le plat politique. Concrètement parlant, Balle au Centre, c'était l'association d'éducation à la citoyenneté. Le but, c'était de populariser, vulgariser les éléments du débat politique pour que chaque citoyen soit partie prenante des élections, et que pour que chaque citoyen puisse prendre sa décision politique en son âme et conscience, mais avec tous les éléments pour sa réflexion. Et le but aussi, c'était qu'en 2008, l'élection municipale allait se présenter, qu'on voulait peser de tout notre poids pour cette élection municipale, en sachant que à l'époque, ce qu'on reprochait aux communistes de l'époque, si on prenait un cas concret qui était la gestion des ressources humaines, lorsqu'on s'attardait à la gestion des ressources humaines façon communiste des années 2000, je vais le dire les mots crûment et tels qu'ils doivent être dits, les Arabes et les Noirs étaient en catégorie C, et en catégorie A, ça blanchissait. Donc nous, ça nous estomaquait de se dire que même dans la ville où on vit, on voulait pas nous faire la place.
C'est quoi que t'appelles catégorie? C'est pour que tout le monde comprenne. Catégorie C, en fait, c'était catégorie A, c'est quoi? Catégorie A, ce sont les postes les mieux dotés, les mieux payés, là où on a le plus d'initiatives, ce sont les postes de directeur, ce sont les postes de chargé de mission, ce sont les postes intéressants en fait. Donc pour toi, il y avait déjà une forme de racisme social pour rester absolument. politiquement correct. On le dénonçait comme tel en fait. On disait que nous, on pouvait contresigner tous les manifestes du Parti communiste, mais que la réalité les contredisait. Lorsqu'on voyait qu'un jeune qui avait un bac plus 4, bac plus 5, qui était de Bobigny, qui connaissait, qui aimait sa ville, devait postuler, montrer patte blanche, jaune, rouge, faire le poirier, faire un 360 degrés pour avoir peut-être un poste, et que de l'autre côté, qu'une personne avec un fort accent du sud-ouest, parce qu'il avait la bonne carte de parti, avait le poste sans même un entretien. Au bout d'un moment, on commençait à voir la ficelle et ça devenait intolérable. Pas de problème avec l'accent du Sud. Aucun problème avec l'accent du Sud-Ouest, j'ai un problème avec la légitimité. C'est ce qu'on décrivait, c'est ce qu'on vivait, c'est ce qu'on subissait en fait. On voyait que si on voulait s'impliquer dans notre ville, qu'on nous laissait pas la place, et ben on s'est dit qu'on allait prendre notre place, tout simplement. Et on avait l'arrogance de la jeunesse, on avait 24-25 ans. Donc oui, Moi, je le voyais pas ça. Hein. Même, je sais qu'à un moment donné, vous nous avez dit, vous, à l'étoile, vous êtes favorisés. Parce que moi, je m'entendais bien avec le maire de l'époque, Bernard Birsinger, paix à son âme, qui est décédé, sauf erreur, en 2026. 2006. Ça a été la cassure, 2006. En fait. Une balle au centre n'est juste après. Ok. Et je voyais pas ce que tu viens de nous dire. Donc, balle au centre se crée, tu nous convies à des réunions de travail. Ensuite, il y a les élections en 2008, les communistes passent au premier tour. Absolument. C'était une claque monumentale. Catherine Page. Après, bon, il y avait pas trop d'adversité en face, hein. Il y avait rien en face. Oui et non. Il y avait qui? C'était qui? Oui et non. Je sais même pas s'il y avait un autre candidat pour te dire. En fait, moi, j'ai soutenu à l'époque Catherine Page. Les graines qu'on a plantées en 2006-2007 vont donner l'arbre qui a fait tomber les communistes en 2014. Ah, mais voilà les graines aussi, hein. Malheureusement, ou l'eau, peut-être un problème d'eau d'arrosage. Je sais pas, mais Non, concrètement, en 2008, on n'était pas prêt. On s'y est pris de manière trop frontale et on n'a pas eu assez de temps pour résumer. La superstructure communiste tenait assez bien la ville. La mort de Birsinger était encore trop dans les cœurs et en 2008 les gens ont voté Catherine Page sous comment le dire, avec en toile de fond l'héritage de Bernard Birsinger. Et ensuite 2008-2009, je pense que chacun a pris un peu le temps de la réflexion, de se reposer parce que la période politique avait été quand même assez intense. Et après 2009, on s'y est tous remis en fait. De chacun dans notre coin, puis ensuite on s'est assemblés, regroupés, on fédéré, etc. Mais dès 2009, en fait, on avait comme ligne de mire 2014 et on savait tous pertinemment que si on travaillait bien dès maintenant, qu'on pouvait faire tomber les communistes en 2014. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi j'ai accepté le poste d'attaché parlementaire. C'était pas naturel, je fais pas partie du centre droit, je suis pas de droite, je suis encore moins du centre. Je suis encore moins européen, humaniste, les poncifs, les éléments de langage du centrisme de droite, ça me parle absolument pas. Je serais plus un gaulliste social si ça veut dire quelque chose encore aujourd'hui, si je devais me définir, ou encore je serais un indépendant, tout simplement. Comme le Cornu alors, c'est un gaulliste social. Faut le dire vite, hein. Je te dirais plus comme Malraux à la rigueur, mais le Cornu, non, il est de droite. Ah bon, il est bien de droite, conservateur. Ouais. Tu trouves? Ouais, je trouve. Ok. Je trouve. On parle de Quotidien Bobigny, parce qu'il est 45. Absolument. Il est 16h, pardon. Après, quand même, faut dire, on a quand même fait, et je dis on parce que j'ai pris ma part, même si j'ai pas pris toute ma part, mais j'ai fait le travail pour ce faire. En 2014, on gagne le plus grand bastion communiste de France. Ça a été historique. T'aurais dû prendre ta part dans tout ça. Non, j'ai pas voulu. T'as pas voulu? Il y a des choses dans la vie où on ne doit pas négocier, selon moi. Sur ces valeurs, on négocie pas. Lorsque ces valeurs ne sont pas en adéquation avec ce qu'on nous propose, ou même ce qu'on nous propose pas, on ne prend pas sa part. Sur ça, je suis un peu un chevalier, en fait. Du coup, t'étais pas non plus avec nous.
Non. Moi, j'étais avec la gauche. Non, j'étais avec personne là sur ce coup-là. T'es resté neutre. Je suis resté. Non, je voulais la fin du communisme sur Bobigny, mais je voyais déjà que le ver était dans le fruit de l'UDI, que le système allait vite devenir voyoucratique, ce que je pensais. Malheureusement, je pense pas avoir eu tort. Et que le clientélisme. Attention, tu peux te prendre des procès hein, si tu. Ce que je pensais, j'ai le droit de le penser. Ouais. Je pensais qu'il allait devenir voyoucratique. Est-ce qu'il l'a été ou pas? Les coupures de presse et les différentes affaires tendent à plaider pour. Après, oui, peut-être qu'il l'était pas. Je laisse tout à chacun voir. Et enfin, le clientélisme en tant que tel ne peut pas faire figure de politique. Et donc, je ne voulais pas prendre ma part dans ça. Bon, heureusement, cette page est tournée. Oui, fort heureusement même. Moi, j'aimerais qu'on parle de ton quotidien maintenant à Bobigny. Oui. Je sais que, bon, en tant que balbinien pure souche, tu as souvent milité contre. Alors, c'est pas contre, mais plutôt, tu as souvent milité pour une amélioration des conditions à Bobigny dans les logements, notamment contre l'OPH. Alors, l'OPH a évolué maintenant. Tu vas nous dire ce que c'est devenu, mais là, je te vois moins sur le sujet. Je me dis. J'ai moins de temps. T'as moins de temps? Mais les conditions sont pareilles. Alors, qu'est-ce qui va pas, du coup On va la faire très simple. L'OPH de Bobigny, sous la mandature UDI, parce qu'il faut partir de là. Alors, déjà, on va partir de la réalité. L'OPH de Bobigny, depuis 20 ans, périclite. Lorsque moi je suis arrivé au monde et lorsque j'ai grandi, chemin vert 2, ce qu'on appelle chemin vert 2, ça veut dire les bâtiments 4 et 6 du chemin vert, c'était un peu la vitrine de l'OPH de Bobigny. C'est le siège de l'OPH. À ce moment-là, ils se rendaient compte que ça avait une importance, l'image. Ça veut dire que c'était le siège de l'OPH, donc les bâtiments 4 et 6 étaient tenus. Moi, à mon époque, il y avait de la moquette dans les halls. Personne ne restait dans le hall. Tout ça pour une moquette. Tu veux qu'on remette la moquette qu'il y avait? Non, qu'on remette de la dignité, en fait. Ce sont nos parents qui vivent ici. Nos parents sont pas des squatteurs, en fait. Moi, ça me révolte. Je me bats pour mes parents, mais je me bats pour tous les parents. Je me bats pour tous ceux qui n'ont même plus la force de se battre, en fait. On a tellement été malmenés par la vie. On ne croit tellement plus en la parole politique que les gens se battent même plus. Mon ascenseur est resté en panne pendant un mois. Il y a eu aucun. Tu penses que c'est politique? Ça est éminemment politique. C'est éminemment politique. T'as parlé avec le président de l'OPH depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il te dit? J'en ai épuisé. Ouais. Pas un, pas deux, pas trois. Ils te répondent encore? Ils me répondent pour certains, il y en a pour qui j'ai pas envie de parler. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils justifient, justement? Tu disais, donc, dans l'enfance, il y avait de la moquette, c'était bien tenu, mais... Je justifierai auprès du PNF sur les millions d'euros détournés. Oui. Je pense qu'il faut le rappeler parce qu'il faut partir de là. Donc, déjà, poser le cas, à l'époque, c'était donc la vitrine. Okay. On a laissé péricliter la vitrine. Ça, c'était pendant l'époque communiste, avant 2014. Ça veut dire de proche en proche, on a laissé péricliter. Lorsqu'une dame de ménage vient tous les jours et lorsqu'elle vient une fois par semaine, même un enfant de 3 ans va comprendre très vite que le bâtiment va être moins entretenu. Attends. Mais le contrat, c'est tous les jours ou c'est une fois par semaine? On change les contrats, en fait. Ah, le contrat a évolué, donc de tous les jours, c'est passé à une fois par semaine. Absolument. Okay. Lorsqu'on ferme la loge du gardien, ça veut dire que nous, avant, au bâtiment 4 et 6, on avait un gardien pour le bâtiment 4 et le bâtiment 6. Vous avez même les bureaux même de l'OPH. On avait les bureaux, mais lorsque les gens viennent travailler avec des œillères de chevaux et voient même pas que l'ascenseur est en panne, bah ça sert à rien, en fait. Ils vous disent quoi? Alors, du coup, vous avez quoi comme explication? Si vous vous êtes mobilisé, il y a eu... Alors, les explications, je vais te le faire selon les époques. Lorsque l'UDI est arrivé, l'UDI est aussi arrivé avec des promesses de mieux vivre. Ils ont essayé à un moment de mettre un peu de vernis à notre misère. Ils ont investi de l'argent sur nos tours comme jamais cela a été fait. Avec un résultat où nos bâtiments sont pires après des millions d'investis qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le PNF nous le dira. Il y a eu pour 18 millions d'euros, parce que ça, à un moment, il faut parler des réalités. Il y a eu pour 18 millions d'euros de préjudice en 6 ans sur un organisme social tel que l'OPH de Bobigny. Je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Donc ça veut dire, je vais donner un exemple concret. Nous, notre ascenseur a été remplacé, il a même pas 8 ans. OK? L'ascenseur, là aussi, en termes de commande publique, le PNF dira qu'ils ont pas respecté la commande publique. L'ascenseur qui a été commandé, qui a été livré sur nos bâtiments, ce sont des ascenseurs qui sont prévus pour des bâtiments de 6 étages. Il y a combien d'étages dans ton bâtiment? Il y a 20 étages. 20 étages. Donc, dès le départ, en fait, il y a une escroquerie, en fait.
Donc nous, on a payé un ascenseur. Cet ascenseur, aujourd'hui, il a même pas 10 ans. Ils vont être remplacés parce qu'ils ne font pas le travail. Il y a combien d'ascenseurs dans ton bâtiment? 2 alors? Il y a 2 ascenseurs. Un père et père. Absolument. Les 2 sont normalement prévus pour 20 étages, mais on vous a livré des 6 étages. Absolument. Et les 2 fonctionnent ou fonctionnent pas? Ils fonctionnent pas. Actuellement, ils fonctionnent pas. Donc, comment Là, tu fais pour monter? au moment où je te parle, l'ascenseur impair fonctionne. L'ascenseur pair a été en panne durant 1 mois. Il vient d'être réparé depuis avant-hier. Mais parce que entre temps, il y a eu une nouvelle équipe qui est arrivée. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée. On va reprendre après. Donc, en 2020, la nouvelle équipe arrive. Il trouve 18 millions d'euros de trous dans la caisse. L'OPH de Bobigny est au bord de la faillite. L'argent, c'est pas, on n'est pas comme Macron. Il n'y a pas d'argent magique. Il y a pas de, ça n'existe pas en réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mangé 5% d'augmentation de notre loyer en 2020. Ça, c'est la mandature UDI. Merci Jonathan Beribi, merci Sylvie Ramon et tous vos affidés. Sylvie Ramon, c'était la directrice générale de l'OPH lorsque ces faits ont été avérés et prouvés. Et Jonathan Beribi, ça a été le président de l'OPH de 2014 à 2020. Les 2 sont poursuivis, sont en justice actuellement. Et il me semble que Jonathan Beribi a un bracelet électronique. Si les informations du Parisien sont vraies. Donc en 2020, lorsque les communistes reprennent, ils se rendent compte qu'il y a un trou et que ce trou-là, ils pourront pas le juguler, ils auront beaucoup de mal. On est absorbé par Reste Ensemble. En étant absorbé par Reste Ensemble, les pertes et les pertes de l'OPH de Bobigny sont absorbées par la plus grande structure Reste Ensemble. On n'est pas en faillite, mais à l'heure actuelle, on paye encore le fait d'avoir été volé par des millions d'euros. Là, logiquement, d'après ce qui ressort des tuyaux, saluer aussi Amar Manja, le président de l'amicale des locataires de Chemin Vert Salvador, qui se bat depuis des années contre les différentes directions de l'OPH ou d'Est Ensemble Habitat. Et là, aujourd'hui, on devrait avoir le renouvellement de tous nos ascenseurs. Les problèmes ont commencé en 2014 alors? Non, les problèmes ont commencé avant. Il faut être honnête. Parce que là, tu as commencé du coup en disant qu'en 2014, il y a eu ce que tu as évoqué au sujet des ascenseurs et des investissements donc sur les bâtiments de l'OPH. Mais avant 2014, c'était comment? Avant 2014, ça a été un périclitement qui s'est fait de proche en proche. Où en fait, petit à petit, on a réduit le ménage, on a fermé la loge du gardien. Ah, ok. Et en fait, de proche en proche, on a vu nos bâtiments se dégrader. Et 2014-2020, c'est terminus, tout le monde descend. Ça veut dire lorsqu'on investit des millions d'euros, et je gonfle pas, on investit des millions d'euros dans nos bâtiments. Donc, ça veut dire que les enveloppes budgétaires ont été dilapidées et qu'à la fin des travaux, on est dans des conditions moins bien qu'avant les travaux. Et là, on maintenant, s'est fait voler, en fait. à partir de 2020? Donc, 2020, nouvelle élection municipale, la majorité donc communiste prend la tête de la ville. Prend la tête. Qu'est-ce qu'ils font pour l'OPH? Je vais distinguer 2 périodes. Je vais distinguer la période Mohamed Aïssani, que je salue, qui a donné de sa santé pour rétablir la situation de l'OPH de Bobigny. Par donner de sa santé, il est tombé malade après? Il a fait 2 infractus durant sa mandature. Ok, je savais pas. Il a fait 2 infractus durant sa mandature. Je peux en parler parce qu'il en parle. Et qui sont dus, entre autres, à une surcharge de travail. Parce qu'il a vraiment voulu améliorer notre quotidien. Donc, je le salue et je le remercie pour ça. Ça a été un des rares présidents de l'OPH à vraiment... et on lui demandait pas tant, on demande pas qu'il se sacrifie pour nous. Hein. Oui. Mais ça a été un des rares présidents à comprendre notre désarroi, à essayer d'améliorer nos conditions. Ce qu'on a obtenu, en fait, de la mandature, déjà, ça a été du respect. Sous la férule de Mohamed Aïssani 2022. Aujourd'hui, à Est Ensemble, depuis qu'on est retourné chez Est Ensemble Habitat, on est redevenu des numéros de loyer, quoi. Ça veut dire, lorsque je donne ma quittance, derrière, je dois mettre un numéro de locataire. C'est ce qu'on est redevenu. Avec Est Ensemble Habitat, on est noyé, en fait. On est noyé. Ça veut dire, lorsqu'on va parler de nos problèmes, ils vont me dire, oui, mais à Bondy, il y a ça, à Romainville, il y a ça, à Montreuil, il y a ça. On est noyé. On a réussi à obtenir de la mandature communiste des badges. J'en souris parce que c'est tellement rédhibitoire. On a en 6 ans, en fait, des badges. On a des portes avec des badges maintenant. On a des avant, c'était comment? Avant, c'était en une entrée libre, en fait. On était ouvert au 4 vents, ce qui fait que durant l'hiver, on avait des squats dans les parties communes, etc. On les a obtenus, on a dû se battre pour, hein. On a dû se battre pour, mais on a réussi à obtenir ça. Je vais pas fêter ça comme une victoire. On est en 2026. Enfin, voilà, on parle de badges et d'ascenseurs qui fonctionnent. Donc, on n'a pas obtenu grand chose. Si. Non, pardon. On a obtenu le retour du gardien. Grâce à Mohamed Aïssani, grâce à notre combat aussi. On a de nouveau un gardien au bâtiment 4 et 6. Ça change un peu la donne. Ok. Et après, nous, ce qu'on nous explique, c'est que nos bâtiments ont reçu,
des millions d'euros ont été déversés dans nos bâtiments. Donc là, Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? c'est compliqué. C'est ce qu'on se demande aussi. Hein. On a changé de majorité municipale, on a changé de direction, rien n'y fait, rien n'y a fait. Certains vont se dédouaner. Par exemple, lorsqu'on fait remonter à certaines autorités municipales nos conditions de vie, on nous dit non, mais c'est Est Ensemble Habitat, sans blague. On sait que c'est Est Ensemble Habitat. Mais Le maire, il a plus de pouvoir sur le logement social à Bobigny. Il a un pouvoir qui semble être modéré comme les loyers. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les habitants, qu'est-ce qu'on peut faire? On se mobilise, en fait. On se mobilise. De quelle manière? En donnant de la force à notre amicale des locataires qui plaide notre cause. Parce que j'ai pas l'impression que ça bouge. Hein. Là, il y a un reportage qui est sorti en fin d'année dernière. Lent, oui. Une femme qui a des rats, qui arrive à rentrer chez elle, oui, etc. On a eu ça aussi. Donc, on a eu ça aussi à un moment. Pour les rats, la mairie nous a dit, c'est pas nous, c'est la Séméco. C'est quelque chose qu'on entend depuis 40 ans, en fait. Ouais. Une blague. C'est une blague. Après, tu me diras, j'ai tapé sur tout le monde, il y en a un peu pour tout le monde, mais c'est ce que je pense en réalité. Moi, je me souviens d'une époque où Bernard Birsinger voulait faire un service public du logement. Oui. Il voulait mettre dans les compétences municipales le thème du logement. On en est très loin 20 ans après. À une époque, oui, tout le monde était considéré. Lorsqu'un ascenseur tombait en panne, il y avait presque un branle-bas de combat. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Et pourquoi ils viennent pas quand il y a un ascenseur? Moi, j'ai jamais compris. Parce qu'à l'Étoile, il n'y a jamais eu d'ascenseur. J'ai du mal à part à la tour, il y a des bâtiments de 4-5 étages. L'ascenseur tombe en panne. Vous appelez la société de maintenance, enfin vous, le gardien ou je sais pas. Il dit non, je viens pas. C'est comment ça se passe? Il va venir, il va constater qu'il ne peut pas réparer la panne, il va constater qu'il n'a pas la pièce, qu'il doit commander la pièce. Il faut savoir que Mais dans les copros, il vient, il répare. Hein. Parce que les contrats sont pas les mêmes. Lorsque des gens ont été intéressés au contrat, comme le PNF le prouve, à un moment, en bout de chaîne, c'est le locataire qui est lésé, il est doublement lésé. Ça veut dire que nous, on a payé 5% d'augmentation de loyer en 2020. Nos loyers vont encore réaugmenter là. Ils ont dû même réaugmenter parce qu'ils vont nous refaire une rénovation énergétique. Donc, on s'est mangé des augmentations à tirer à l'arigot. Payer le loyer aussi, c'est peut-être la solution. Ça peut être une solution, absolument. Les consigner. Qui consigne. On consigne les loyers à la caisse des dépôts et consignations. Ils seront payés que si, après, malheureusement, c'est ce qu'on paye. Organiser des gens, c'est compliqué. Organiser des gens qui... tu sais faire quand même, hein. Après toutes les compétences mais il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Le temps et l'énergie, c'est des choses qui sont devenues précieuses et que je ménage pour les miens. Malheureusement. Je suis arrivé à un moment de ma vie où mes parents ont pris de l'âge et c'est ma seule raison de vivre réellement. Oui. Ça veut dire que la fin de vie de mes parents, c'est quelque chose que je dois pas, que je ne veux pas rater à aucun prix. Si aujourd'hui j'ai pris de la distance, du recul, si aujourd'hui je n'ai pas de travail salarié, si j'ai plus d'entreprise ou d'activité associative, c'est parce que je m'occupe de mes parents à temps plein. C'est une fierté pour moi, je le vis très bien, c'est une fierté, un honneur. Mais malheureusement, je peux plus m'impliquer, militer comme avant. Oui. On arrive à un moment de nos vies où le temps devient la denrée la plus précieuse et ce temps-là qui m'est imparti, je le réserve pour les miens. C'est tout à ton honneur. Merci. Il y a quand même quelque chose que tu peux faire. Oui. Je vais pas te lâcher là-dessus parce que tu peux pas avoir un parcours aussi brillant, être aussi intelligent, voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et je comprends qu'il y a une priorité qui est donc de t'occuper de tes parents. Mais si je peux me permettre, il y a une chose qui a été créée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est l'objet même de ce podcast, les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, à travers la possibilité donc de médiatiser des actions ou de passer des messages en prenant le temps qu'il faut. Alors, je te juge pas toi et je ne juge personne, mais je dis quand même, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Alors, tu as parlé d'Amar, donc par le biais d'Amar, je ne connais pas Amar, mais à un moment donné, si l'OPH ne fait pas son travail, je suis désolé, faut arrêter de payer. Moi, je vois pas d'autre solution. Vous pouvez faire des manifs où vous vous mettez devant la loge. Je voyais des fois des manifs devant la loge. Le lendemain, les mecs, ils sont passés à autre chose, hein. Ils s'en foutent. Non, bien sûr. Déjà, eux, ils vivent pas là. Et ils ont le droit, mais ils ne vivent pas là. Donc, ils ont pas cette réalité. Ils ont leurs propres problèmes dans les villes où ils habitent. Je parle du personnel de l'OPH. Pareil pour l'OD. Pareil pour Emmaüs Habitat. Mais si à un moment donné, les gens continuent de payer les loyers pour une prestation qui n'est pas au niveau, faut arrêter, hein. Je sais pas comment ça peut s'organiser. Là, je fais appel Non, ça peut s'organiser. Il y a des précédents. À tes connaissances. Il y a des précédents. J'ai de la famille à Sevran-Bedotte, que je salue d'ailleurs. Ce qui a été fait à Sevran-Bedotte par l'amicale des locataires de Sevran-Bedotte, pour moi, est un modèle. Ça veut dire qu'ils sont organisés en amicale.
Ils ont été procéduriers, ils ont porté des plaintes pour des manquements au contrat, et constaté par huissier à chaque fois les manquements que les 3F, qui est le bailleur sur Sevran, pour faire constater à quel point le bailleur manquait à ses obligations et facturer des prestations indues. Ils ont été au bout de la procédure. De mémoire, le 3F a été condamné à rembourser au locataire 3 millions d'euros. Qui a été ça partagé. devient intéressant, là, ton affaire, là. Faut savoir se battre avec les bonnes armes. Voilà. Ouais, il faut devenir procédurier. Moi, je plaide pour ça. Okay. Moi, j'ai pas l'énergie, mais pour moi, le modèle, l'amicale des locataires de Sevran-Bodot, qui a pu récupérer plus de 3 millions d'euros de charges indues, qui a été divisé par le nombre de locataires. Donc, certains locataires, certains mois, n'ont pas payé de loyer ou de charges. Et qui plus est, 3F, une fois qu'ils ont été condamnés, croyez-moi qu'ils ont fait le travail. Que chaque centime perçu par les 3F et un centime répercuté en termes de travaux. Sur le OPH Bobigny à l'époque, est-ce ensemble aujourd'hui? Oui, à un moment, il faudra passer à d'autres formes d'action parce que... d'exemplarité, comme ça, c'est un très bel exemple. C'est un très bel exemple. Et je regarderai et ça serait bien qu'on ait... Ils avaient fait le journal le JT de France 2 à l'époque. Ah bon? Tellement ça avait été pionnier et novateur. Et on avait réussi à les convier en 2013 pour qu'ils nous fassent part de leur expérience. C'est déjà il y a presque 15 ans. Enfin, ça fait... On a bossé à BIM. Hein. Oui, il y a du travail quand même. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire. Je sais que je me rappelle des speed dating à l'époque politique que vous faisiez. En 2007. Qui avait été repris même par Barack Obama. Ok. On a été des pionniers. Barack Obama. Par Barack Obama. Ok. Par Barack Obama. Mais est-ce qu'il a eu vent de ce qui se faisait sur notre circo? Absolument. C'est vrai? Ça a traversé les frontières, on s'en rend pas compte. Moi, c'est une fierté. En tant que balbinien, là aussi, je me sors de l'équation. On a, à un moment, on a été plus efficace qu'une agence de communication pour redorer le blason de la ville. Ça veut dire que quand on tapait Bobigny au mois de juin 2007, on tombait sur speed dating politique, on tombait sur des jeunes qui innovaient politique. On a eu des articles dans la BBC, on a eu des articles dans El Watan, qui est le plus grand journal algérien. On a eu des articles dans El País, dans Le Monde. El País, c'est Espagne. El País, c'est Espagne. On a des articles dans l'ensemble de l'Europe sur la balle au centre et sur les activités citoyennes et politiques qu'on mettait en place. Et ça vaut, ça vaut des millions, ça, pour redorer le. T'aimes bien la politique, hein. Même si t'es un peu en retrait. Non, bien sûr. Bien sûr, je suis tombé dans la marmite tout petit comme Obélix. Je pourrais pas m'en détacher. Je pense que je mourrais avec cet amour de la politique, mais j'ai aussi une détestation de la chose politique dans le sens politicien du terme. Je suis pas prêt, comme j'ai dit, à négocier de ma personne, de mes valeurs. Et pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. Ça veut dire, je suis pas prêt à tout faire ou à faire n'importe quoi ou à considérer les gens comme des choses ou comme des pions, comme certains le font. Pour obtenir un poste, ça m'intéresse pas. Je recherche ni poste ni écharpe. J'en aurais déjà une depuis. Pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, là, ça m'intéresse absolument. Le sujet de l'OPH, là, ce que t'as dit, les loyers augmentent tout le temps à Bobigny, comme si c'était... faut arrêter un moment. Et quand j'ai vu le reportage en fin d'année dernière de la famille qui vit à proximité il y a des scandales. Il y a des scandales. Faut arrêter à un moment donné. Il y a des scandales. Je suis sûr qu'elle continue de payer son loyer. Alors, il faut continuer, hein, parce que sinon... Bien sûr. Mais il y a des méthodes, c'est la consignation, comme un peu ce qui a été fait à Aulnay. À voir. Alors, du coup, est-ce que il y a d'autres points que tu veux évoquer par rapport à justement à ton quotidien sur Bobigny, par rapport à tous tes combats récents au sujet donc de l'OPH? Oui, une dernière chose à évoquer visuellement. J'invite toutes les personnes qui ont un peu de temps à aller à l'intersection de la rue du Chemin Vert et de la rue Abdelkader Mesli. Là, tu m'as perdu là. En gros, mais en gros, c'était fait exprès. En gros, c'est la démarcation entre notre quartier Est Ensemble Habitat et la nouvelle cité. En fait, vous avez d'un côté les favelas, nous, avec les rats, les punaises de lit, les cafards, les poubelles mal rangées, l'ascenseur qui fonctionne un jour sur deux, la route complètement éclatée. Vous avez un espèce de talus qui fait office de séparation. Et de l'autre côté, vous avez les nouveaux quartiers flambant neufs avec les rues toutes neuves, l'éclairage qu'on a ponctionné sur notre quartier pour éclairer les nouveaux. Je te jure que c'est vrai. Je te jure, faut le voir pour le croire. Ça veut dire qu'on a des poteaux qui traversent l'ensemble où on prend l'électricité de la dalle de chemin vert pour alimenter les nouveaux quartiers et pour faire en sorte que des fois nous sommes complètement dans l'obscurité. Je pense pas que ce soit le vivre ensemble qui soit comme ça.
Je veux bien que le nouveau quartier ait été pensé sous la mandature UDI. 6 ans après, l'excuse va commencer à devenir un peu courte. Les communistes, pour moi, c'est l'inclusion, c'est pas la séparation. Prendre pour monnaie comptante l'existant et ne pas travailler pour faire en sorte justement de rassembler les gens dans une ville. J'avoue que j'ai beaucoup du mal à y faire et oui, je me croirais au Brésil en fait, où avec d'un côté les favelas et de l'autre côté les beaux quartiers, il manque que les pistes d'hélicoptères là-haut. Est-ce qu'ils savent faire déjà? Parce que s'il y a aussi ce problème-là, à l'époque, tu as cité Bernard Bersinger qui avait autour de lui et qui était lui-même ultra compétent. Est-ce qu'ils savent faire? Est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils en ont conscience déjà? Et est-ce qu'ils ont voilà S'ils en ont pas conscience en tant que communistes, c'est que c'est très grave. Je pense qu'ils en ont conscience. Parce qu'ils sont communistes, forcément. Quand on est communiste, on porte en soi l'égalité, plus que tout. Et on porte en soi aussi l'égalité des conditions de vie, on porte en soi un certain nombre de valeurs qui sont en totale inadéquation avec comment le centre-ville est géré aujourd'hui. C'est un centre-ville à l'américaine, en fait. C'est de la théorie. Il y en a aucun qui est capable de venir dire tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Et que ce soit ici ou ailleurs, ils s'expriment pas déjà. Il y en a aucun qui s'exprime. Donc déjà, leurs valeurs, les connaître, c'est impossible de savoir ce qu'ils ont comme vision. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. En fait, dans la vision, nous, on nous avait présenté un... Après, moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois quand on me présente des plans. On m'a présenté des plans, en fait, du nouveau quartier de Bobigny. Ah, ils ont des bons architectes, comme à la Brûle. Ils ont présenté des plans, mais... Les plans qu'on a vus estampillés mairie de Bobigny, franchement, il y a... C'est la meilleure com, génie. Ouais. Mais par contre, dans la réalité, on attend toujours, hein. Ouais. Parce que moi, dans les plans que j'avais vus, logiquement, il y avait aucune séparation entre le nouveau et l'ancien quartier. Aujourd'hui, il y en a c'est vite fait à faire, en fait, C'est très rapide quand il y a une volonté politique, c'est très rapide. Oui. Mais malheureusement, je sais pas si ce sont les budgets qui ont été mangés ou si la volonté politique qui manque, mais aujourd'hui, on a ils comprennent pas, hein. 2 quartiers qui se font face et qui ne cohabitent pas ensemble. Je pourrais mettre ma main à couper que la carte scolaire fait en sorte que nos enfants vont pas aller dans les mêmes écoles. Enfin, on nous vend de la mixité sociale. On avait une belle occasion de le faire. Je sais, l'UDI a voulu opter pour le privé pour vendre au plus offrant les différents marchés publics et pour vendre au plus offrant les biens en faisant de l'immobilier privé. Je sais, ça a été une des tares du projet tel qu'il a été présenté. Soit, maintenant que cela a été fait, comment on fait pour faire en sorte que ce quartier ne soit pas comme au Monopoly, comme s'il avait été posé en fait dans un îlot de pauvreté et que ça soit presque une presqu'île de richesse. Ça n'a pas de sens pour l'instant pour moi. C'est quoi la solution alors? Qu'est-ce que ramener au sol le maire de Bobigny ou je sais pas le futur maire? Premièrement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ramener au sol, tout ramener au sol, faire qu'il n'y ait pas de séparation. Ça serait la première chose. C'est juste du bon sens en fait. Je suis pas un génie, hein, c'est du bon sens. Lorsque vous mettez des pentes douces, dans le mot pente douce, il y a pente. Pour des personnes, c'est rédhibitoire. Mon père peut pas y accéder. Et je voudrais que mon père y accède en fait. Pourquoi mon père n'a pas le droit d'y accéder? Parce qu'on vit dans le mauvais quartier? Non, c'est pas entendable. Donc déjà, ramener les choses au sol, comme cela a été prévu. Deuxièmement, penser la carte scolaire. S'ils ont du poids là-dessus, peut-être qu'ils me diront qu'ils n'ont pas le poids, mais sur la primaire, je pense que si, un minimum quand même. Penser à la carte scolaire pour que nos enfants soient dans les mêmes écoles. Et troisièmement, penser des structures des structures municipales qui travaillent sur l'ensemble des quartiers. Je pense au service jeunesse. Si le service jeunesse travaillait sur toute la ville en mélangeant les différentes personnes des différents quartiers, peut-être qu'on aurait évité certaines choses et certaines sanctions dans la ville. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on plaide depuis très longtemps à l'époque de Balle-au-Centre, donc c'était déjà dans les années 2000. Aujourd'hui encore, nous on est pour la mixité, pour l'inclusion, pour le mélange, pour que chacun ait la même chance de réussir, pour que chacun ait la même chance de s'épanouir. Et pour qu'il n'y ait pas de différence et aujourd'hui voir cette vision presque brésilienne de la politique de la ville, j'ai un peu du mal. Donc c'est des choses très simples, très concrètes, hein. Après oui, le quartier est bien, oui, je l'entends, c'était mieux que le centre commercial qu'il y avait avant. Oui, il y a des commerces de proximité qui rendent service aux habitants, soit, mais je vais pas me contenter de ça, en fait, on est en 2026. En fait, des fois, j'ai l'impression de me pincer, même là, regardez, on a parlé d'ascenseurs, de thématiques des années 90, de la Roumanie presque. On est la 7e puissance du monde, on est en France, dans un pays développé. En fait, j'ai pas envie de perdre mon énergie. Je suis même pas sûr qu'ils aient ces problèmes en Roumanie, hein, parce que c'est pas ce qu'on... J'ai pas perdu pour les Roumains, les pauvres. Mais je sais pas si on a envie de mettre son énergie pour réparer un ascenseur.
2026, on a mieux à faire de notre vie, quoi. Les premières tours qu'on voit là face au projet Cœur de Ville, c'est l'OD, ça? C'est le département? Ou c'est ensemble? Il y a une partie sociale, je pourrais pas te répondre. Je sais qu'il y a une partie sociale, il y a une partie important patronale. En tout cas, même là, on a raté ça. C'est dommage, en fait. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit il y a aucune raison que nous ayons pris la pluie toute notre vie et qu'une fois que le soleil arrive, ce sont d'autres qui vont en profiter. Je paraphrase un petit peu, mais c'est un petit peu ça. En fait, nous, on a pris la pluie sur Bobigny pendant toute notre vie et maintenant que la ville va redevenir un petit peu... va redevenir meilleure avec plus de transport, avec des gares routières qui nous connectent plus rapidement à Paris, eh ben, ce sont d'autres qui vont prendre la place. C'est malheureux. Là, les loyers augmentent. Ça, c'est petit à petit, le Bobigny que j'ai connu va changer et c'est des foyers qui ont plus de moyens qui vont s'installer demain à Bobigny. Oui, c'est malheureux. C'est dire que nos parents n'ont pas eu le droit au beau, en fait. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et parce qu'il y a personne qui a pensé à eux. Ce que je pense en réalité. Moi, j'ai du mal. Moi, mon père, il est arrivé en 75 dans le bâtiment dans lequel j'habite. Il a payé plus de 51 ans de loyer. J'ai déjà fait le calcul, on est à 400 000 euros quasiment. Il est propriétaire, Donc, là. Il est propriétaire. Il aurait dû être propriétaire, en fait. Et je parle de mon père parce que c'est le meilleur exemple que j'ai. Ça, c'est ça, la gauche n'aime pas ce principe-là. Ce sont aussi les autres parents, mais dans les années 2000, par exemple, à Bondy Habitat, il y avait eu cette volonté. Je me souviens parce que j'avais suivi ça dans les années 2000. Où les gens, passés un certain nombre d'années, ne payaient plus le loyer, ne payaient que les charges. Il y avait eu cette réflexion-là à l'époque à Bobigny. Ils avaient vite fait demi-tour parce que peut-être financièrement c'était pas tenable. Peut-être qu'il y a d'autres écueils qu'il fallait éviter. Mais des tours de 20 étages, déjà, c'est assez compliqué à gérer. Hein. C'est compliqué à gérer. Parce que l'ascenseur, il marche pas. Le gars celui qui vit au 20e, il fait comment? Ils sont battus pour être élus. Ces personnes-là ont connaissance de cause. Oui. C'est qu'ils pensaient pouvoir apporter des solutions, faire en sorte que les gens vivent un peu mieux. Moi, je vois la politique comme ça. Si je me présente quelque part, c'est parce que je me pense être à même et capable d'apporter des solutions pour apporter un mieux vivre ensemble, pour apporter des solutions pragmatiques et pour faire en sorte que ceux qui sont au plus bas de l'échelle ne se ressentent pas que justement comme étant au plus bas de l'échelle. Aujourd'hui, à Bobigny, ceux qui sont au plus bas de l'échelle savent qu'ils sont au plus bas de l'échelle. Lorsqu'on parle d'habitation à loyer modéré, c'est le loyer qui doit être modéré, c'est pas l'habitation. C'est pas, visuellement, moi, j'ai pas envie de voir que je vis dans un HLM. Logiquement, ça aurait dû être ça. On est tombé dans l'écueil des grandes dalles, des grands ensembles dans les années 60-70. On n'a pas bougé, en fait. On a dit, on a fait une erreur dans les années 70 et on n'a rien fait pour la réparer, l'erreur. On a fait Karl Marx, on a fait l'ANRU. Ils ont mis 10 ans à l'époque pour déloger 2 tours. Ça les a calmés, en fait. Donc, ça veut dire qu'on a raté le plus grand déversoir d'argent public qui a été l'ANRU, on l'a raté, on a quasiment refait. l'ANRU, là, il me parlait de ça, Mourad Agrebi. Il m'a dit, l'ANRU 2. Il y a l'ANRU qui doit toucher l'Abreuvoir et une partie du centre-ville. Oui, et est-ce que sur un verre est dedans? Oui, mais c'est minime, c'est pour la rénovation énergétique, ça changera rien, en fait. Ça va rien changer, fondamentalement. Rien. Il y a plus de destruction, reconstruction. Il y a plus, c'est terminé. On a laissé passer la meilleure aubaine et en fait, on n'a pas fait grand-chose pour améliorer les conditions de vie des personnes des grands ensembles. Je parle du centre-ville parce que j'y suis, mais l'Abreuvoir, l'Étoile, la Ruche, un peu partout. Moi, ça me fait mal au cœur, en fait, de voir nos parents, qu'on va laisser la fin de vie de nos parents dans des conditions aussi misérables. Ouais, ça me fait mal au cœur. Et de me dire qu'on a fait confiance des fois à des personnes en se disant qu'ils allaient peut-être se bouger et qu'au final, ils n'ont pas fait grand-chose, peut-être à la marge un petit peu. Et j'exclus Mohamed Aïssani de ça parce que je pense qu'il a vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Me dire que pas beaucoup ont fait en sorte d'améliorer les conditions de vie, c'est ce qui fait que je voterai blanc, moi, lors de ces prochaines élections municipales. Je vais me déplacer parce que la politique est importante pour moi et je vais mettre un bulletin blanc. Je suis pas en phase avec le bilan. En 6 ans, j'ai voté pour l'ancienne mandature. J'ai pas de honte. Je m'étais même affiché. Et justement, voilà. J'allais voter pour. Merci pour la transition. Comment t'analyses le bilan du maire sortant? Il y a pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Concrètement, il a apaisé la ville. Ça parce qu'il l'a repris en termes. J'aurais pas moi repris ça en termes de seconde campagne parce que ça parle pas forcément. Mais c'est vrai. Sous la mandature UDI, la ville était tendue. La violence était rentrée dans le champ politique. La suspicion, la calomnie, les rumeurs, une campagne municipale 2020 à vomir avec
des gens, des personnages qui pensaient que combattre le diable avec les moyens du diable serait bénéfique, mais on devient le diable à ce moment-là. Oula, selon moi, là, ça mérite quand c'est même. une métaphore. Oui, mais c'est une métaphore. Qu'est-ce que t'entends? Qui est le diable et qui a utilisé les moyens du diable pour combattre le diable? Ça m'intéresse là. Sans aller plus loin, tout simplement, les méthodes de 2020 ont été crasseuses. Moi, j'étais candidat, j'ai pas utilisé de méthode crasseuse. Non, je voulais même que tu travailles avec moi. Oui, je sais. Et j'avais malheureusement, refusé, mais est-ce que tu te souviens pourquoi? Non. Tu t'en souviens Je me rappelle plus. Après, tu t'es fâché contre moi. Non, je me suis pas fâché contre toi. Non, je t'ai taquiné, tu l'as mal pris. Ce qui est pas pareil. Non, on se fâche pas ensemble, Habib. On est des amis de longue date. Juste, je voulais pas que, in fine, rejoindre le camp Bartholmé UDI. Et vu ton positionnement, c'est ce qui allait se passer. Et c'est normal, c'est le jeu politique. Il y a pas de... Lorsqu'on est centre-droit et lorsque le centre-droit arrive en tête, on rejoint le centre-droit, on va pas rejoindre les côtés. T'as même pas voté pour moi. Au premier tour, je dis pas. Ah, non, moi, c'est ça qui m'intéresse depuis tout à l'heure. Tu sais, comme on dit, Habib, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. On n'a jamais été dans le même camp. Malheureusement, j'ai tout fait pour faire en sorte que tu bascules à l'époque où j'étais dans l'opposition. Tu penses qu'à me faire basculer, toi. En 2014, tu veux me faire basculer. Je vais te faire gagner. T'aurais été gagnant, Habib. Oui, mais faut voir les conditions. C'est vrai. Je préfère être gagnant dans une équipe où tout se passe bien, entre guillemets. Moi-même, je suis parti après, dans l'intervalle. Voilà, on va voir en 2026. Tu dis que tu as voté blanc. Je vais voter blanc, absolument. Donc, le bilan. Attends au moins de lire les programmes. Moi, je commence à lire les programmes. De ce que je lis, rien ne me plaît. Maintenant, t'es un spécialiste avec tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Et t'en penses quoi alors des autres candidats? Parce qu'il n'y a pas que lui. Hein. Bon. Clairement, personne n'aura ma voix. Oui. Je le dis comme je le pense. Je vais voter blanc. Tu combattais justement l'abstention et le... Alors, je sais pas si le vote blanc... Je vais pas m'abstenir, comme je le dis. Je vais me déplacer aux urnes, je vais voter, mais je voterai blanc. Ok. J'appelle à tout le monde à voter. J'appelle tout le monde à participer, à s'impliquer. Une campagne municipale, c'est une expérience, c'est une sacrée expérience. Comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile, donc je leur souhaite à tous bon courage. Il y a d'autres candidats, il y a des candidats intéressants quand même. Oui, non, je dis pas qu'ils sont pas... Attention, Abdel, je leur jette pas la pierre, je dis pas qu'ils sont inintéressants. Ouais. Je dis pas qu'ils sont inintéressants, je dis que personne n'aura ma voix. Ouais. Personne ne m'a convaincu. Et pour le moment, sur les éléments de campagne, sur les éléments programmatiques, je ne vois pas un seul programme pour lequel je pourrais donner ma voix ou pour lequel je pourrais appeler à voter. Après, il reste encore quelques semaines, donc peut-être qu'on me fera changer d'avis. Je ne pense pas, mais je laisse quand même la chance au produit. Et juste pour dire aussi, c'est pas qu'ils sont inintéressants, mais que moi, après toute l'expérience que j'ai, je ne vois aucun programme tel qu'il est apporter une amélioration des conditions de vie pour mes parents. C'est tout ce qui m'apporte. Là, à l'heure actuelle, le jour où je verrai quelqu'un parler de mes parents, parler à mes parents, parler pour mes parents, je voterai pour lui. Aujourd'hui, personne ne le fait. Même la gauche? Pas assez. On a pas assez. Ils le font, ils y pensent. Je repense aux mots de Jean Jaurès pour qui la politique est de faire en sorte qu'aucun citoyen ne se sente l'ombre de son voisin. Il y en a des ombres à Bobigny. Hein. Il y en a qui sont des ombres vraiment. Hein. Et sur le bilan, en 6 ans, ils ont fait... Mais pas assez pour que je revote pour eux, concrètement parlant. C'est triste quand même. C'est triste. Après, je suis pas non plus leur adversaire. J'ai voté pour eux en 2020 par dépit et selon l'adage qu'au deuxième tour on élimine. Je voulais limiter le candidat UDI Christian Bartholmé. Mais là, à l'heure actuelle, il y a aucun candidat qui me donne envie de le choisir. Et je vois pas de danger qui fasse en sorte que je dois éliminer un candidat. On verra au deuxième tour. Hein. Si on a le retour de l'UDI façon super-héros, tout le monde fusionne dans l'entre-deux tours pour donner de la force pour battre le candidat de gauche, je verrai à ce moment-là si je vais pas refaire le castor et refaire un barrage contre l'UDI. Mais là, à l'heure actuelle, non, qu'ils se débrouillent entre eux, en fait. Tout simplement. C'est ça que t'avais fait alors en 2020? 2020, moi, j'ai fait le castor. C'est une tradition française, on aime bien faire des barrages. Après, Habib, je sais pas quelle année t'as vraiment voté au premier tour en choisissant. Moi, t'as eu la chance d'être candidat, donc tu as pu te choisir. J'ai toujours choisi pour moi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais non, réellement, après, ça, c'est une critique plus globale et
plus général, on est dans une époque de médiocrité. Tout est médiocre. Les partis sont médiocres, les candidats sont médiocres, les propositions sont médiocres. Même au niveau national, hein. Au niveau national, quand tu dis que peut-être que Jordan Bardella, il peut être président de la République française, waouh, faut se pincer. Je prendrais même pas un restaurant avec lui, ça m'intéresse pas. Franchement, il a quoi, il a quoi à nous faire valoir, il a quoi, enfin, même le nombre de politiques français aujourd'hui qui comprennent le monde dans lequel ils vivent et qui comprennent les enjeux de la société française, il y en a pas des masses, hein. Aujourd'hui, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un bouleversement majeur comme il y en a un par siècle. C'est une révolution industrielle qui pointe le nez comme il y en a une tous les 2 siècles. Peut-être que 80% de nos métiers vont disparaître dans 20 ans. Quelle politique parle de ça? Quelle politique travaille sur ça? Quelle politique a pris même la mesure de ce qui se passe? Ils vont nous parler de fake news, de deepfake, ils vont prendre le problème avec le bout de la lorgnette. Et puis dans 20 ans, lorsqu'on aura 40% de chômage, ils vont commencer à se réveiller. On a une classe politique qui est en deçà et qui, pour moi, contribue au malheur de la France. Voilà où j'en suis arrivé dans mon analyse, malheureusement. Et quand je dis au malheur de la France, dans un pays qui a tout pour être heureux. Là, tu vas reprendre à un moment donné. Oui, Parce que c'est une traversée du désert. Je reviendrai. là, t'as pas un tableau qui, du coup, présente tous les candidats, en tout cas aux élections municipales à Bobigny, comme étant pas au niveau. Je pense. Toi, qui es au niveau, il faut que tu reviennes. Je me vis pas comme ça. Je suis pas arrogant. C'est pas de l'arrogance, hein. Quand Thierry Henry dit mais j'étais le meilleur, Oui. ou quand il est le meilleur, c'est quand t'as dit j'ai eu mention, etc. Oui. Bah, t'as eu mention. T'étais brillant, tu es brillant, t'es brillant. Faut assumer. Et moi, je dis toujours à un moment donné, le constat, on a compris, il est clair, le message est passé. Mais en même temps, derrière, j'ai bien compris, donc t'avais des priorités personnelles. Mais à un moment donné, je te reposerai toujours cette question. Tu reviens quand? Parce que voilà, t'es le meilleur d'entre nous. C'est toi qui nous as mis Très dedans. gentil de le dire. T'as contribué énormément à ce que moi je continue. Tu m'as jamais suivi dans mes choix politiques. Toujours conseillé. Tu m'as toujours conseillé. Et c'était plutôt des bons conseils. Et je pense que là où tu m'as le mieux conseillé, c'était peut-être aux législatives, parce que du coup, il y avait moins cette notion de voilà, cette notion partisane. Là, t'étais voilà. Même là, t'as pas voté pour moi. Législative 2017. Joker. Putain, t'es dur. Je donne jamais T'es dur, hein. mon vote du premier tour. Ok, mais en tout cas. Statut de Joker. Ah ouais, ah, t'es dur. J'ai voté pour toi une fois. Je te dirai pas quand. J'espère que tu voteras pour moi si je me présente à d'autres élections. Là, je suis pas candidat. Je suis pas candidat. Comme toi, je regarde les programmes. J'essaie d'inviter un maximum de candidats ici. Beaucoup sont venus, mais de gauche, il y en a très peu. T'es le seul, on va dire, qui a une posture de gauche. Tu vois, j'ai pas dit que t'es le seul, en gros, qui défend des valeurs de gauche, qui est venu ici. Après, au niveau local, c'est vrai que la distinction entre la gauche et la droite, elle est pas aussi importante qu'au niveau national. Mais je sais pas pourquoi les candidats de gauche refusent de venir. T'as peut-être une idée? Pourquoi le maire ne vient pas? J'en ai aucune. Après, il y c'est une a vieille tradition communiste de pas venir dans ce genre de... de ne pas s'exprimer ou de ne pas venir. Bernard Bersinger, il serait venu, hein. Il m'aurait, et voilà. Il serait venu. Il serait venu. Il y a quand même des gens on l'a beaucoup critiqué, donc, les communistes, mais il y a Abdel Sadi, il y a José Maury, ils ont la tête bien faite. Alors, il y en a d'autres, hein. Ils peuvent venir parler Bien sûr. et expliquer leur mandat. Alors, Europe Écologie, on en a parlé tout à l'heure, le printemps balbinien, ils vont venir normalement. Rodolphe Fégé, peut-être, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi ils s'expriment pas. Quand on a fait un débat en 2020 au Canal 93, il y avait que Rodolphe Fégé qui est venu en tant que gauchiste. Et pour moi, quand quelqu'un refuse de s'exprimer sur sa vision, soit il a pas de vision, soit il sait pas s'exprimer. C'est l'un ou l'autre. Alors, ne pas savoir s'exprimer, moi je suis pas un journaliste, hein, on parle comme on se parle dans la vie normale. Mais à un moment donné, pour moi, quand je vois que des candidats qui sont plutôt du centre qui s'expriment, ça envoie aussi un signal. Le camp d'en face, à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Les meetings, on peut remplir des meetings. Moi, voilà, tu remplis. Si tu veux tricher entre guillemets, tu remplis un meeting, tu fais venir des copains de Paris, où tu veux, tu remplis le meeting. Moi, j'ai fait des meetings avec des balbiniens. Il y avait le nombre qu'il y avait, mais aujourd'hui, je vois les meetings sont pleins.
mais c'est pas révélateur, c'est une jauge fictive. Bien sûr. C'est comme les likes 300 sur personnes, ça sera 300 votants le jour du vote. Bah oui, et du coup c'est que du fake. Et demain, ceux qui expriment leur vision à travers des vidéos, à travers des médias, pour moi, c'est déjà des personnes qui s'impliquent réellement et qui veulent faire passer un message. Donc ça, c'est un message, voilà, pour tous les candidats. Toi, t'as ta vision politique que je respecte et que j'apprécie. Maintenant, tu t'exprimes. T'es le bienvenu si tu veux revenir à tout moment. Et tu feras les choix que tu feras pour 2026. Mais là, est-ce que tu as un message à faire passer aux Balbiniens? Est-ce que tu veux leur donner un message d'espoir? Parce que t'as beaucoup... Oui. Voilà, donc un message d'espoir parce que si on reste sur une note qui est pas négative, mais qui est pas très optimiste, réaliste, mais il faut aussi un peu d'optimisme pour j'ai décrit un peu d'espoir. Le verre à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Lorsque je vois aujourd'hui en 2026, comparé à l'époque où on a commencé à militer, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire lorsque nous, on a commencé à militer, s'impliquer, le fait d'être jeune, issu de quartier, issu de l'immigration, on devait prouver qu'on était légitime. Aujourd'hui, ce n'est plus le débat. Donc, si j'ai un conseil à donner aux jeunes générations, éclatez tous les plafonds de verre qu'on vous mettra au-dessus de vos têtes. Il n'y a aucune limite. Si vous voulez être maire, devenez maire. Si vous voulez être député, devenez député. Et impliquez-vous. Personne n'ira vous chercher. Personne ne vous donnera votre place. Allez la chercher s'il le faut, même avec vos dents. C'est ce qu'on a fait, nous. On a ouvert des portes. On a éclaté des portes et des plafonds de verre. On a éclaté un des plafonds de verre le plus costaud de la République française, qui est celui de la politique. C'est pas pour rien, c'est pour vous. Allez-y, les petits frères, les petites sœurs, impliquez-vous. Message transmis, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Non. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. De ta patience, de ton intérêt, de ce que tu fais pour la ville. C'est bien qu'il y ait un podcast, qu'il y ait un format comme ça, un peu plus long, les gens peuvent s'exprimer. Juste que personne ne se sente attaqué, c'est pas le but de la manœuvre. Ben là, il y en a plein. Non, je sais, mais c'est pour ça que je le dis. C'est pas le but de la manœuvre, c'est juste sur des questions de bilan et de positionnement politique. Je n'ai rien contre personne. Humainement, les gens qui me connaissent savent que je suis une crème. Je suis quelqu'un de bienveillant, vraiment, et de bon. Je pense être quelqu'un de bon. J'ai pas le temps pour les polémiques. Si demain on veut venir me faire des polémiques par rapport à ça, j'aurai pas le temps, ça m'intéresse pas. Je vous attaque pas en tant que personne, je vous attaque juste par rapport à des problèmes politiques. Et notre ville mérite un débat autre que ad nominem où on attaque les personnes. Ok, on se reverra alors juste après l'élection. Avec plaisir. Et avec Marseille champion, j'espère. Ah non, oublie. On va couper ça au montage. Bon, merci Monsieur Razik. Merci.